Je crois qu'on va y aller s'il n'y a plus de musique alors. Comment ça va? Comment ça va? Et si je mettais l'image? Et si ça marchait? Et si tout fonctionnait? Et si vous pouviez me voir? Et si le son marchait aussi? On va voir ça tout de suite. Un, 2, 3, c'est parti. Mais c'est moi. Mais ça marche. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? J'ai besoin de vous pour un petit réglage. Ça va? Ouais? Ouais, j'ai l'impression que vous me voyez. Oui? Ça va? C'est nominal. Tu vois, je monte un petit peu le son. Ouais, ouais. Voilà, bonjour à tous. Je suis heureux de vous avoir. Je viens de lancer la petite musique d'attente, là, puis je regardais le chat, et je voyais déjà tellement de trucs cool dedans, de la positivité, des gens qui se saluent, qui se disent bonjour. Waouh, c'est cool. Hein, vous savez, le regard de certains parfois sur les nouveaux écrans, sur les réseaux sociaux en général, ces lieux remplis, remplis de trolls et de méchanceté et d'anonymat qui permettent toutes les violences, hein, ce genre de regard. Bon, ben moi, mon pari, c'est que sur les nouveaux écrans et sur les réseaux sociaux et sur Twitch en particulier, on peut y faire de belles choses. Voilà, qu'il y a des gens super cool. Et vous êtes juste la démonstration. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci d'être là pour accompagner ma disserte maths 79 360. Salut. Ben, j'espère que ça va bien se passer pour la disserte. J'espère que c'est bien, que c'est une disserte à la maison tranquille, hein, un devoir et pas un examen, sinon tu vas être perturbé. La bienveillance dans nos veines, bah ouais, mais c'est ça que je trouve formidable. Merci de commencer à 10h, j'ai eu le temps de conduire mon fils au collège et de faire mes courses. C'est vrai que je suis plutôt dans le team 9h30 d'habitude, mais ce matin, j'avais une petite interview avec quelqu'un à France Télévisions, Jérôme, que j'aime beaucoup, qui s'occupe des relations avec les téléspectateurs, qui a une émission d'ailleurs, où il y a échange avec les téléspectateurs. Et je crois, le contraire d'un troll, c'est quoi, me demande Occitanien? C'est un mec ou une fille cool, je crois. Et qui fait une émission sur les relations avec les téléspectateurs et qui voulait qu'on parle ensemble de vous, de Twitch. D'où ce 10h ce matin. Bon, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des petits nouveaux qu'on les accueille avec tous les honneurs qui leur sont dus pour cette première? On va essayer de s'appliquer si c'est la première. Est-ce qu'il y a des... Oui, salut, RagTW, je prononce comme je peux les pseudos parfois. Bonjour, Fantomastre, j'adore les pseudos. Bonjour à tous. Ah, ils vont trop vite, ça y est, ça va trop vite pour les pseudos. Nino Neptune, Nico Neptune, salut. Bienvenue à ceux pour qui c'est la première fois. On va essayer de vous faire un truc cool. Alors pour ceux qui sont là pour la première fois, le concept, il est tout simple. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble. Ah bah oui, c'est ça. On n'est pas à la télévision. C'est pas. Oh, mais j'ai pas branché mon. Je viens de me rendre compte que je suis en Wi-Fi et que j'ai pas branché mon RJ45 pour avoir un super débit. Vous savez quoi? Ne bougez pas, les amis. Je vais aller brancher le RJ45 pour être sûr d'avoir un bon débit. Hein. Hop, bougez pas. Je suis là dans 10 secondes. Je suis tellement tête en l'air. Let's go. Viens, petit fil. C'est ça qui nous manquait. Le RJ45. Ah là là là, Samuel Etienne. Un jour, tu oublieras ta tête. Voilà. Ah, comme ça devrait être plus sympa. Ah, dépannage en direct, ouais. Ouais, encore s'il n'y avait que ça que j'oubliais. Hein, c'est ce que disaient les grands-parents quand j'étais petit. Un jour, tu oublieras ta tête. J'adorais ça. J'ai essayé de m'imaginer oubliant littéralement ma tête. C'est-à-dire laissant ma tête. Bon anniversaire, t'as Eva 65. J'espère que l'actualité sera bonne. Ça, c'est pas ça, l'actualité. Je vous ai interviewé aux enfants de la télé. C'est la première fois que je viens voir sur Twitch. Cool, salut. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est les grands-parents qui disaient ça. Un jour, tu vas oublier ta tête. Je trouvais ça trop cool. Donc, j'étais en train d'expliquer la matinée Étienne. On lit les journaux ensemble, on parle ensemble, parce que ouais, hier, on échange ici. On n'est pas dans ce message unidirectionnel, on peut dire ça comme ça, hein, de la télé vers le téléspectateur, de la radio vers l'auditeur, des journaux vers les lecteurs. Non, là, on échange. Voilà. Et puis, comme c'est un super espace, ouais, ça s'est bien passé hier à Sud Radio. Merci beaucoup de demander. Comme c'est un super espace, eh ben, on échange avec intelligence. Et puis, ouais, je le dis souvent, mais voilà, je suis très content de la qualité de ce chat, de cette interactivité, parce que voilà, parfois très rarement, hein, sur les plusieurs milliers que vous êtes chaque matin, là ça monte doucement en puissance, on est déjà 5000 quand même. Hein. Il y a toujours des petits malins qui partent un peu en sucette et qui ont des mots qui dépassent leur pensée, on va dire, ou alors des mots quand ils n'ont pas de pensée. Hein. Et puis alors, on leur demande gentiment d'aller interagir
Ailleurs, ça se passe très très bien. C'est une toute petite minorité, mais toute petite minorité qui parfois donne une mauvaise image aussi des nouveaux écrans et des réseaux sociaux. Donc voilà. Donc parfois, je fais un petit peu la police, mais bon, ça arrive très peu souvent. Et parfois même un peu de pédagogie. On échange avec la personne. Mais t'as vraiment pensé ça ou c'était juste pour te faire remarquer? Voilà. Papy Sam qui parle. Bon, bah ça c'est le concept. Tiens, pour résumer le concept, d'ailleurs, c'est drôle. Sur Twitter, il y a un instant, pour donner rendez-vous là à 10h45, j'ai posté un truc avec une belle photo. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous la montrer parce que finalement, ça résume bien l'esprit de ce que j'essaye de faire. Je sais pas si vous l'avez vu. Hop, normalement, si j'appuie là, vous devriez voir mon compte Twitter. 3, 2, 1. Ouais, ça marche. Voilà, exactement. Là, cette belle photo que j'ai prise, là, il y a un quart d'heure. C'était super compliqué. Je me suis allongé sur mon lit. Je me suis fait un petit oreiller de tous les journaux qu'on va feuilleter ensemble. Regardez s'il n'a pas l'air. Regardez s'il n'a pas l'air heureux. Ouais, c'est un selfie, oui. J'ai le bras long. Regardez s'il n'a pas l'air heureux, ce présentateur-là, avec ses journaux. Je kiffe ça se voit. J'adore lire les journaux. Depuis 25 ans, c'est l'exercice que j'ai préféré dans ce métier. Lire les journaux, voilà. Et ben, du coup, aujourd'hui, ce plaisir, je le partage avec vous. Donc, je trouvais cette photo assez marrante et résumait bien le plaisir que j'ai et ce que j'essaie de faire avec vous. Bon, donc ça, c'était pour le petit compte Twitter. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Bon, alors en général, on lit les journaux, oui, jusque-là, ça va. En général, on passe en revue les unes de la presse nationale. Hop, des journaux que vous venez de voir à l'instant, j'en fais pas que des oreillers. C'est surtout pour lire. Regardez, là, j'en ai des choses à vous lire ce matin. Ça, c'est ce que je ramène le matin dans ma matinale de France Info. Je vous ai tout lu ça dans le détail. Après, on va voir la presse en région. Voilà, on regarde les unes de la presse régionale parce que c'est toujours très intéressant. C'est pas de temps en temps très intéressant, c'est toujours très intéressant. Et puis après, on revient à la presse nationale pour rentrer un petit peu dans les pages, dans le détail des articles qu'on aura vus à l'instant. Voilà. Sympa, il y en a qui se prennent en photo sur... c'est trop mignon. Braque 0213, il y en a qui se prennent en photo sur des lits de billets de banque et toi, tu te prends en photo avec des journaux. C'est drôle. Merci beaucoup. Serviteur du roi des rois. Samuel aime lire les fausses nouvelles. Voilà. Où il y a une vanne que j'ai ratée. Explique-moi si c'est du mauvais esprit ou une vanne. Je sais pas. Mais parfois, il y a des rêves drôles qui m'échappent. Parfois, ça ne m'a pas échappé. Et c'est juste que c'était pas drôle. Mais n'hésite pas à préciser ta pensée, mon ami, avec les fausses nouvelles. Hein, peut-être que c'est dans un trip complotiste ou je sais pas. Ça m'intéresse pour en parler avec toi. Je suis en train de louper une réunion pour regarder ton live. J'adore ce que vous me racontez. J'adore. Je te suis depuis un cours de thermodynamique. Mais moi qui croyais que c'était passionnant. La thermodynamique, je croyais que c'était tellement passionnant. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça a changé la thermodynamique ou quoi? Je sais même pas ce que c'est. J'ai aucune idée. Bon. Si on commençait par, certains me disent, on vient de voir la vidéo de l'outil hier. Bon, juste une parenthèse là-dessus, c'est très drôle. À la fin de chaque stream, maintenant, j'essaie de faire un raid. Qu'est-ce que c'est un raid pour ceux qui découvrent Twitch? C'est quand tu invites tous les gens qui te regardent, parfois 10 000, 15 000 personnes, à aller voir le stream d'un autre, la chaîne d'un autre, pour découvrir quelque chose de nouveau. Parfois, il y a des trucs très sympas comme ça. Hier, effectivement, on me dit, tiens, va voir l'outil. Je fais un raid sur l'outil et là je vois un garçon génial qui au moment où il se rend compte que je le raid, puisque mon nom s'affiche, me fait une chanson en direct, improvisée, de 2 minutes, un truc totalement improvisé puisqu'il ne savait pas qu'on lui rendait visite, qui était juste génial. Je l'ai posté sur Twitter, on a bien ri. Je viens de finir mes examens de vétérinaire, je peux enfin regarder ton live. J'espère que ça s'est bien passé surtout, tes examens, bravo. Salut, tu devrais refaire un sondage âge pour savoir quel âge vous avez. Tiens, ouais, il faudra que je fasse ça un jour. Bon, si on se faisait un petit plaisir, comment on appelait ça hier, la météo Étienne, parce que c'est pas tellement une de vos journées d'ailleurs ce matin, bon, je suis sûr qu'il y en aura vachement demain. On a de la neige. On a de la neige qui arrive notamment par l'ouest, par la Bretagne. Là, c'est cool, mais dans la journée, il paraît que ça va être vraiment très très important. On parle de 15 à 30 cm de neige par endroit en Bretagne. Je peux vous dire pour être breton que c'est du pas souvent vu. Il y en a aussi dans le nord. Il va faire super froid, couvrez-vous. Ça va être sous la neige à Brest, là. C'est ça qui m'intéresse. On va faire une neige à Pornic. Ça y est, c'est parti en Bretagne.
On va faire une petite la météo, Étienne. Si vous pouvez vous approcher de votre fenêtre, sortir sur le pas de la porte, vous m'envoyez en DM sur Twitter, je vais sur mes DM là, une photo de chez vous, ok. Une photo de chez vous où il y a de la neige. S'il n'y a pas de neige, ça m'intéresse, d'accord? Ça m'intéresse pas. Et puis, je vais en montrer quelques-unes. Pas 15-20, mais je vais en montrer quelques-unes. Tiens, je vais sur mes messages. Vous m'envoyez, ça va arriver dans mes demandes de... Oh, attends, j'ai déjà une photo de Quentin en Belgique. Il neige? Oui, on est en Belgique. Ok, d'accord. C'est parti. Ah là, mais vous êtes tellement rapide, mais comment vous faites? C'est incroyable. On y va. Normalement, paf, vous avez la photo de Quentin. On est en Belgique ici. Merci, Quentin. Paf, je retourne par la caméra. Parce que parfois, j'ouvre les photos un peu à l'arrache. Puis on m'a dit, attention, Samuel, parce qu'un jour, on va t'envoyer autre chose que une photo de neige. Tu vas cliquer dessus. Tu vas être bien embêté. Waouh! C'est où ça? Tu m'as pas... C'est Lille? Ouais, cette belle photo à Lille. Elle est très belle, celle-là. Il y a une belle lumière chez toi. Ok, on est à Lille, on continue. On va en faire, allez, on va en faire 10. Parce qu'après, je sais plus m'arrêter. Allez, on continue. Mais il y en a tellement. Ok, c'est parti. Oh, il y en a trop. Il y en a trop. Désolé, je vais en passer avec une toute petite partie. Non, sérieux? Tac. C'est quoi ça? Hop, vous savez quoi? On va faire un tour en Pologne, les amis. Tac. Ça vient de nous être envoyé de Varsovie. J'adore la magie d'Internet. Ok, Varsovie, neige. Très bien. Bon, en même temps, ça n'a pas tellement de surprise là-bas. Belgique, on a déjà vu. Lille, ok. Ok, c'est où ça? Ah, mais j'ai plein de... C'est fou, j'ai plein d'amis belges. J'ai plein d'amis. Mais c'est fou, mais vous êtes combien en Belgique ce matin? J'ai plein de photos de Belgique. Tac. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Je crois que tu m'as déjà envoyé une photo hier, mais elles sont belles tes photos. Alors, on est aux Arcs en Savoie. Merci à toi, les Arcs. Ça donne trop envie d'aller au ski, ça. Même si les remontées sont fermées. C'est pas grave. Ah, le Conquet à côté de Brest. Ça m'intéresse puisqu'on est... Là, c'est l'actualité. Bah, il neige pas encore. Il neige pas au Conquet. Merci pour la photo. Mais ah oui, c'est tout petit pour l'instant. On va attendre que ça neige un peu plus, là. Alors, parfois on me dit pas où vous êtes. Il neige à Londres, sérieux? Ça, c'est beau, ça. Merci, Eva. Regardez ça. Tac. C'est pas beau, ça? On est à Londres. Petit jardin. Waouh. C'est quoi? C'est un jardin de maison? C'est un jardin de copropriété? Je sais pas. C'est hyper poétique. Merci. Merci, Eva, pour la photo. Tac. Bon, allez, on va dire qu'on est à 5 photos. Pays-Bas. Salut, Clélie. Clélie nous envoie cette très jolie photo des Pays-Bas. On voyage. Allez, on va dire qu'on est à 6. À mon avis, on en a fait plus que ça déjà, mais... Tac. Alors, donc... Non. Mais c'est fou. Merci de tous vos envois, c'est fou ça. Il y a de la neige partout ou quoi? Tiens, hop, on est où là? Ouais. Oh, on va aller en Auvergne. Merci, c'est Justine. Merci Justine. Waouh. Oh, je vais pas faire un classement, mais celle-là, elle est dans le top, hein, dans le top 3. Hein. Hyper beau. Merci. Et c'est l'actualité, là, c'est en direct, hein, c'est chez les gens. On est en Auvergne ici. Ok, on va dire qu'on est à 7 photos, encore 3. Ouais, elle me dit, on est déjà allé. Oh, c'est beau, c'est beau. Merci Richard pour ta photo. Certains, ouais, hop, ok. Je vais essayer de vous en trouver une sympa. Ok. J'en passe plus que 3, donc là, là, je deviens difficile, là. Hein. Ouais. Allez, un petit coup à Compiègne, c'est parti. Tac. Compiègne. De Twister. Hop. Oh, avec les petits flocons, vous avez vu? C'est la neige en direct, là. Allez, encore 2. Encore 2. Tac. Alors, j'aurais bien voulu avoir un peu de Bretagne. Hein? Qu'est-ce que tu m'envoies, Maxime? Il m'a envoyé. Oh, si, j'ai la ref. J'ai pas compris. C'est drôle. Maxime nous a envoyé ceci. Sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Maxime! Blanche-Neige. Blanche-Neige. Maxime. Trop, j'adore. Allez, encore une dernière. Ok, j'avais pas la rêve tout de suite. Mais quoi? Qui Blanche-Neige? Ok. Allez, une petite dernière. Ah, vous êtes trop sympa. Tac. Alors ouais, bah dans le 91, c'est gris. Merci pour ta photo, mais il n'y a pas de neige. Oh, c'est beau ça. Ah, j'ai envie de finir cette photo des Vosges. Elle est belle. Allez, on cherche encore une autre. Ouais.
Ah, allez. Allez, la dernière c'est Sam Ben. Merci à toi. Je crois qu'on est à Valenciennes. Voilà. Voilà. Ta caméra bouge beaucoup? Ah ouais, c'est parce que je ne l'ai pas stabilisée. Merci. N'hésitez pas à me demander les petits réglages hein, sur le son, l'image. Là, hop, elle ne bougera plus la caméra, tu vas voir. Voilà. Et ben là, on est où j'ai dit? Ah mais je ne l'ai même pas montré. Excusez-moi. Elle est là. Voilà. Top. Voilà. Donc, alors là, je redeviens sérieux un instant. Pour vous dire que si vous êtes dans les départements concernés, la neige va arriver massivement là par l'ouest, par la Bretagne, 15-30 cm par endroit, hein, entre aujourd'hui et demain. Donc là, moi je dis prudence dans les déplacements. Les Bretons ne sont pas super habitués à la neige, c'est pas les seuls d'ailleurs. Hein. Alors, dans l'est de la France, le nord-est, on a l'habitude, on monte les pneus neige, dès qu'il y a les flocons et tout. Voilà. On sait rouler sur la neige, donc je dis attention dans l'ouest parce que mes amis bretons, je sais qu'ils ne sont pas super habitués. Est-ce que tu peux régler le ratio d'affichage de la capture? Oh là, c'est technique, ça va faire ça plus tard. Et puis attention aussi dans les autres régions, hein, on pourra avoir de la neige peut-être en région parisienne. Je dis prudence, hein, n'allez pas faire les foufous. Puisqu'on parle de géographie, avant de démarrer, dites-moi d'où vous êtes. Vous me regardez d'où ce matin? Moi je suis de Paris, Samuel Etienne. De Paris, vous êtes d'où? Dites-moi que je vous salue un petit peu. Dites-moi d'où. Châtellerault, c'est parti. Salut. Quimper, Rouen, Moselle, Spa, salut. Il fait pas trop chaud? Et humide? À Spa, chaud, humide. Ok, pardon, désolé. Paris encore, Paris, Cateau, Toulouse, Bruxelles. Beaucoup de gens de Bruxelles. Au largue dans l'Hérault, je ne connais pas Lyon, mais je ne demande qu'à connaître. Lyon, Antibes, Antibes c'est cool, c'est tellement, t'as de la chance. Angoulême, Strasbourg, Nice, tellement je kiffe cette ville, où il y a un très bel Ironman d'ailleurs. Pensez à tous les sportifs amateurs qui sont un petit peu empêchés depuis quelques mois. Lyon, Toulouse, Dunkerque, Vichy, Orléans, Brive-la-Gaillarde, Haguenau, Ardèche, c'est beau. Le Havre, Bordeaux. Nice, encore, je l'ai dit. Athènes, Mordor, bien sûr, c'est Mordor. Il fait un peu sombre chez toi, non? Ça manque de lumière, Mordor, j'ai remarqué. La Réunion, Metz, Montpellier, Bruxelles, Rennes, ils sont là, les Rennais, les Bretons, les Rouges et Noirs. Cagnes, Montpellier, Mulhouse, Limoges, Bordeaux, Belfort. Ville historique de France, ben ouais, mais d'accord. Luxembourg, Marseille, bah quand même alors, les Marseillais, vous étiez où? Saint-Étienne, ils sont là, toutes les grandes nations, toutes les grandes villes du football sont là, les Landes, Reims, Toulouse, Hong Kong, yes, Nancy, Châteauroux, allez, encore quelques-unes, il y a vachement de gens de Hong Kong là. Saint-Nazaire, Tokyo, ça c'est cool, Suisse, Arcachon et, allez, Monaco. Sympa. Je suis allé une fois à Monaco. C'est spécial, Monaco, il faut connaître. Hein, y a plein de belles voitures, de très très belles voitures. C'est spécial, Monaco. C'est spécial. Bon, ben, ça y est, merci d'être là avec moi de partout. Et on va pouvoir commencer. Échange avec la famille. Je suis en train de caler un déjeuner familial là, avec mon épouse et les deux petits. Zut, ouais, elle a une réunion de 12h à 14h. Donc il n'y aura pas de déjeuner de famille parce que la puce, elle est en télétravail comme plein de gens. C'est cool d'ailleurs, comme ça je la vois plus. On y va. 10h18, on est sur un bon rythme. Parfois je commence beaucoup plus tard. On regarde les unes de la presse nationale. Qu'est-ce qu'il y a dedans ce matin? Il y a... cet enchaînement de malades. Je m'applaudis moi-même. Je parlais d'Hélène et du télétravail. Le télétravail à l'une du Parisien, mais avec un angle qui n'a pas trop été évoqué jusque-là. Combien ça coûte? Combien ça vous coûte? Bah ouais, vous êtes en télétravail. Bon, bah alors, vous vous équipez, parfois à vos frais, la petite caméra qui va bien, le petit micro qui va bien, peut-être même un changement d'ordinateur, et puis la partie de la facture d'électricité, de chauffage que vous utilisez pour le travail. Hein, tout ça, c'est un coût. Eh ben, le Parisien nous en parle et nous explique aussi que jusque-là, les employeurs n'ont pas tellement participé à cet effort. C'est intéressant, non? Team Télétravail, tu es mon deuxième écran, Samuel. Je dis merci. Je dis aussi... Figaro, Covid-19, question sur nos capacités en réanimation. Imaginons un vrai gros pic de cas et d'hospitalisation. Est-ce qu'on est mieux équipé en lit de réanimation que lors du premier confinement? Je spoil, la réponse c'est non. Et le Figaro dit c'est un petit peu un scandale parce qu'il y a eu des promesses. Ça aussi c'est intéressant. Et si on reparlait du revenu
universel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Benoît Hamon lors de la prochaine présidentielle. C'était la dernière présidentielle. C'était vraiment lui qui portait ce revenu universel. Un revenu pour tout le monde, quelle que soit sa condition, sa situation, jeune, vieux, travaillant, pas travaillant. Une façon de se libérer peut-être du travail, en tout cas de la pression de chercher absolument un travail, même quand il n'est pas intéressant. Enfin bon, c'est un sujet beaucoup plus complexe que ça. Libération fait le constat que quasiment tous les partis aujourd'hui en parlent. J'ai pris le métro avec Benoît Hamon, très charmant. Ok. On n'est pas sur les idées là, mais ok, cool. Ça veut dire qu'il prend le métro. Ah, Benoît Hamon, j'ai une anecdote. Une fois, je l'avais interviewé, puis c'est vrai qu'il est sympa, on avait parlé off avant, et il me racontait, parce qu'il est un peu blagueur, c'était avant l'élection de François Hollande, ou juste après l'élection de François Hollande. François Hollande, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a été élu président de la République. Je déconne, bien sûr. Et en fait, juste après l'élection, je crois, et puis il était dans le quartier de l'Assemblée, parce que je pense qu'il était député à l'époque, et j'ai pris un kebab avec Benoît, très charmant, vous êtes parti dans la vanne. Ou alors c'est pas une vanne, parce que je vois Hamon, il kiffe les kebabs. Le mec au scooter, vous la connaissez? L'anecdote du scooter, il est en scoot, et en fait il s'arrête au niveau d'un gros 4x4 type Range Rover ou Cayenne, vous voyez, et puis la vitre du conducteur était baissée, donc c'est plutôt une grosse voiture, il en a déduit que la personne avait des sous, et donc il tapote comme ça sur le carreau, et il dit au conducteur, il dit « Tout ça, bientôt c'est à nous ». Ça te provoque, Benoît. Bon, je reviens au revenu universel. Le constat de Libération, c'est que quasiment tous les partis en parlent aujourd'hui. Est-ce qu'il va être mis en place, ce revenu universel? Ce qu'on verra, c'est qu'en fait, tous les partis en parlent, mais ne pensent pas à la même chose. Ça, vous êtes à fond sur le forfait télétravail, là, maintenant. Hein, ces unes sont trop anxiogènes, je retourne dans ma grotte et ma petite lumière. Mais non, mon ami. D'abord parce que j'ai pas que des mauvaises nouvelles. Et même quand j'ai des mauvaises nouvelles, j'essaie de vous les accompagner, de vous les rendre moins mauvaises. Mais tu as remarqué que le monde n'était pas totalement et seulement le monde des bisounours aussi. Donc quand on s'intéresse un peu à la marche du monde, il y a des choses sympas, puis des choses moins. Tiens, des nouvelles de Donald Trump. Mais il est où? Mais il est où Donald Trump? C'est la question que se posent pas mal de médias ces derniers temps. Mais bon, déjà, il doit jouer au golf, vu qu'il jouait déjà pas mal quand il était président. Je vois pas pourquoi il l'aurait arrêté. Et puis, nouveau procès aujourd'hui pour incitation à l'insurrection ou pas. C'est le Congrès qui va décider s'il doit être jugé pour cette question. Un accusé toujours influent, dit Lacroix. On verra pourquoi. Et puis, j'ai un portrait aussi dans la croix à vous lire. Ah ouais, j'adore ce portrait. Je me suis régalé. Alors ça, j'essaie de vous le montrer correctement. C'est un jeune chef. J'adore ce bruit des journaux. Ce kiff, ce bruit. Il s'appelle, vous le connaissez, c'est Maury Sacco. C'est un jeune chef français. Cuisine. Ah, voilà, il est là. C'est grand la croix. Voilà. Je vais essayer de vous le faire proprement. Là, c'est lui, Maurice Sacco. Il est trop sympa. C'est un jeune chef, il vient d'avoir sa première étoile. Et en fait, Top Chef, oui, voilà. Et on l'a connu à Top Chef. Et là, il vient d'avoir sa première étoile. Le Mosuke étoilé, je vois que certains connaissent. Resto à côté de chez moi, vous connaissez très bien. Et en fait, il dit des choses passionnantes. Il a l'air tellement cool. D'ailleurs, il arrive à la télévision bientôt, sur France 3. Si vous ne le savez pas, je sais les choses. C'est moi qui surligne les articles. Ouais, je mets du jaune partout sur les trucs qui m'intéressent et que je veux vous lire. Voilà. Ah oui, j'ai pas un assistant, une assistante qui le matin est en train de me lire tous les journaux en me disant alors ça va l'intéresser. Ça va. Tiens, je vais lui mettre un petit post-it, il lira ça. Non, moi je fais tout moi-même, je suis un peu un artisan. La coalition de la honte. Bon, la personne qui disait que c'était trop anxiogène ce matin, elle va pas aimer ça. La coalition de la honte, c'est en Italie. Alliance peut-être à venir entre la droite, une partie de la gauche et l'extrême droite pour un gouvernement. D'où ce titre, l'UMA. La coalition de la honte. Et puis on reparlera de la réouverture des musées aussi avec l'Humanité parce que quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas rouvrir les musées? On va poser la question ce matin. Vous savez quoi? On fera un sondage là-dessus. Tu le fais quand tout ça? Quand vous dormez. Je lis les journaux quand vous dormez. J'ai un peu une vie bizarre. French Tech, pop. French Tech. Bon, il y a quelques temps, je ne savais même pas ce que c'était la French Tech. Ça, j'ai à peu près compris. Les entreprises dans le domaine de la tech. Ce mot, il est tech. On ne dit pas technologie, on dit tech. Voilà. Les nouveaux champions français, on verra quels sont ces nouveaux champions français. Et puis on parlera de réalité virtuelle. J'ai trouvé, on dirait du bois. Ouais, le tech, j'adore. Réalité virtuelle. Le constat de Michel Lévy-Provençal, l'article, mais vraiment intéressant dans les Échos, c'est qu'il y a de tels progrès
en réalité virtuelle, ce qui va venir, hein, que la question c'est est-ce qu'on ne va pas tous bientôt se réfugier dans la réalité virtuelle parce que tout simplement on vivra des trucs trop cool, pas chers par rapport à la vie réelle et que peut-être que les expériences de vie réelle dans un futur pas très lointain, eh ben ce sera le vrai luxe. C'est assez étonnant comme réflexion, je la partagerai avec vous. On reparle du Bitcoin. C'est pas la première fois dans la matinée, Étienne, hein, cette monnaie, cette crypto-monnaie à l'odeur de soufre pour certains, et puis qui commence à acquérir de plus en plus ses lettres de noblesse. Voici que Elon Musk, le patron de Tesla, vient d'investir 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Il a pris sa trésorerie, il a pris grosso modo 1/7 de sa trésorerie, donc vous imaginez la trésorerie, les trésoreries de l'entreprise. Le Bitcoin était à 38 000 dollars hier, je crois qu'il est monté à 45 000. Hein. Je crois qu'il est monté à 45 000 après ça. On va aller voir, est-ce que j'ai un truc genre cours Bitcoin? On est à combien là? Cours lingot d'or, non, c'est pas ça. Ah non, on est à 38 000 là, 38 000. 45 000, c'était le dernier plafond. 38 845. Hein, c'est ça, il est monté. Il est à combien? À 47 000. Ah ben j'ai pas le bon chiffre alors. Là, moi j'ai un site qui me donne à 38 845. Alors j'ai 43, 47 dans le chat, 48. Ah ben c'est marrant qu'on puisse pas avoir Ah, euro. Ah oui, je suis en euros, moi, je suis en euros. Ok. J'étais en euros, ça y est, j'ai compris. Je comprenais pas, je trouvais bizarre de ne pas avoir un cours précis quand même. Donc ça, voilà, c'est un peu. Est-ce que c'est une validation du Bitcoin qui va devenir de plus en plus une monnaie de référence? C'est la question que se posent les marchés. Ou alors est-ce que c'est pas un coup d'Elon Musk, hein, vous savez, qui est plutôt assez à l'aise avec les questions d'argent, et est-ce qu'il ne va pas le revendre dans pas longtemps son Bitcoin, une fois qu'il en aura fait un petit peu la publicité comme ça? Parce qu'avec Elon Musk, on ne sait pas. Le garçon est fantasque quand même. Hein. J'imagine si Elon Musk regarde cette revue de presse, il dit mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Oui, 38 000, c'est euros. Ouais, exactement. Vous avez raison. Et puis, même l'opinion, on parle aussi. Hein, Tesla affole un peu plus le cours du Bitcoin. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas parce que j'ai rien à acheter avec. Et puis, de temps en temps, je me dis, tiens, ça pourrait être un placement. Mais bon, ça monte, ça descend, hein, le Bitcoin. Hein. Voilà. 47 000 dollars un Bitcoin. Merci beaucoup pour Widot pour le cours. Donc voilà, c'est intéressant ça. Est-ce que j'ai loupé quelque chose dans la presse nationale? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vous ai mis de côté, bougez pas, dont je vous parlerai tout à l'heure? Revenu universel, réalité virtuelle, télétravail, l'Italie, les musées, non c'est bon, j'ai rien oublié. Ok, ça c'est la presse nationale. Je vous la mets de côté. Comme ça, si vous devez partir dans 5 minutes, faire autre chose, quoi de plus important, je ne sais pas, et ben vous aurez au moins une petite idée de l'actualité. On va voir la presse en région. Ah ouais, un petit café, t'as raison. Qui me dit ça? Le Sumo du 59. Alors, je savais pas qu'il y avait des Sumo dans le 59. C'est quoi département 59? Département. Je suis sûr que vous allez me donner la réponse avant que je tape. À la fois parce que vous êtes super rapide, puis aussi parce que je suis pas rapide. C'est le Nord, la honte. Donc je ne savais pas qu'il y avait des sumo dans le Nord, et il a raison, sumo du 59, parce que pour ceux qui n'étaient jamais venus ici, il y a une tradition ici, c'est le café. Le café c'est la vie. Il est où mon café? T'es où? Le café c'est la vie, le café en tout cas c'est mon carburant, c'est ce qui permet de faire marcher ce qu'il y a là, en tout cas dans un niveau satisfaisant, et on fait des petites pauses café de temps en temps, parce que c'est tellement le kiff. Bon café à vous, bon thé, bonne tisane, bon ce que vous voulez les amis. Et attention, ici il y a même une musique pour le café que voici. C'est pour cacher les glouglous. À toutes. Pam, pam. Ce kiff. Ah, ça va mieux tout de suite. Hein. Alors là, je suis reparti pour la presse en région. Là, du coup, je me sens vraiment d'attaque. Paf. Et ça marche, c'est magique. Qu'est-ce qu'on a à la une de la presse en région? Là, on va feuilleter les unes. Hein, on ne va pas rentrer dans les journaux, mais on va voir toutes les unes et on va apprendre en général pas mal de choses. Tenez, cette une, moi je l'ai vue ce matin à France Info. Je me suis arrêté dessus, d'abord parce que cette jeune femme avait l'air très souriante, très positive. Elle s'appelle Manon, elle est à la une du Berry républicain.
Et qui est Manon? Bah regardez, ça c'est vachement intéressant. Malgré sa surdité, elle est malentendante, elle est sourde. Manon réalise ses rêves. Elle est kinésithérapeute. Elle est allée au bout de ses études supérieures brillamment. Elle est la première femme pilote sourde de France et elle vient de passer son permis moto. Voilà. Chaque jour, en particulier depuis le début de la pandémie, j'avais pas lu ce passage de la une. Oh là là, elle est encore plus forte que je pensais. La jeune femme de 30 ans, chapeau Manon, si tu nous regardes, se bat pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, pour qui, assure-t-elle, rien n'est impossible. Alors ça, allons-y. Hein. Manon, non mais la classe quoi. C'est fou. Il y a des gens qui n'ont pas de handicap et puis qui font pas grand-chose de leur vie. Puis il y a des gens qui les surmontent et qui font des choses magnifiques. Manon, juste, je te kiffe, bravo. Je suis content d'avoir commencé la revue de presse en région par cette une. Et la personne tout à l'heure qui disait « Ah là, c'est trop anxiogène l'actualité, je retourne dans ma grotte. » Bah, t'as raté Manon, Choupito. Regarde, c'est quand même hyper inspirant, non? Bon, le bien public est encore sur cette histoire de Sahara, mais c'est un peu vieux, je trouve, parce qu'il y a 2 jours, on l'a vécu en direct ici. On a eu des particules de sable qui venaient du Sahara, effectivement, emmenées par le Sirocco, qui ont donné des ciels jaunes un petit peu partout en France. D'ailleurs, vous m'avez envoyé... Il y a des jeux de mots. Des jeux de mots. Pardon, donc vous m'avez envoyé des photos de vos ciels. Bon, là, c'est la une du bien public. On est du côté de Dijon qui a été concernée aussi. Elle est pas mal, cette photo d'ailleurs, qui explique, hein, qui décrypte ce qui s'est passé. Et se demande aussi, je m'étais pas posé la question. Est-ce dangereux pour la santé, les particules de sable? Tiens. Et puis, est-ce qu'il y a des conséquences sur la vigne? Ok, bah, je m'étais pas posé cette question-là. Hein, on est en Côte d'Or, là. Donc, il y a du bon vin, de la vigne. On continue avec les unes. Ça, c'est aussi une actualité plutôt d'hier, hein, puisque là, depuis lundi, hein, depuis hier, eh bien, on n'a plus le droit à l'école pour les écoliers qui étaient concernés au masque en tissu artisanal. Hein, il faut masque papier ou masque tissu avec une certaine norme, référence, masque, les élèves doivent en changer, rappelle Centre Presse ce matin. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant? À la une, j'avais pas vu ça, mais c'est vrai que ça nous met en colère à chaque fois. Les dépôts sauvages en augmentation. Hein, vous savez, ces gens qui se débarrassent d'une machine à laver, d'un vieux bidon d'huile de vidange. Ils font les travaux chez eux et plutôt que tout emmener à la déchetterie ou de payer pour ça, je te débarrasse ça en pleine nature. Ça, c'est vraiment un fléau. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était en augmentation. Que dit le Courrier de l'Ouest à ce propos? Près des conteneurs enterrés au fond d'un chemin creux, les dépôts sauvages de toutes sortes se multiplient dans l'agglomération, donc c'est dans la région d'Angers, et coûtent aux communes. Je me rappelle d'un reportage qu'on avait fait sur France Info, qui était génial. C'était un élu local qui avait comme ça trouvé un dépôt sauvage, et sauf qu'il était remonté à l'expéditeur, si je puis dire, c'est-à-dire que il avait trouvé des éléments dans ces déchets reliant à une personne, sans doute une adresse, quelque chose, un papier. Voilà. Et donc il avait tout rechargé, mais il y avait genre une benne remplie de saloperies. Ok. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, devinez ce qu'il a fait avec sa benne. Est-ce que vous l'avez dans le chat? Je pense que c'est facile à imaginer. Hein. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Ouais. Dans le jardin, vous avez la ref, exactement. Dans le jardin, il a retrouvé l'adresse. Et puis, il est arrivé avec sa grosse benne et 2-3 envoyés municipaux. Il a tout remis dans le jardin du mec. Le mec, je crois qu'il était à sa fenêtre, il bougeait pas, quoi. Alors ça, j'ai adoré cette histoire. Hein, on devrait créer une petite brigade. Tiens, une idée. On crée une brigade. Au niveau de chaque département, une petite brigade, là, 2-3 personnes qui font que ça, et puis on cherche les dépôts sauvages, et puis on regarde tout ce qui peut identifier. Petite enquête, bim, dans le jardin. Hein, je pense que si on faisait ça 2-3 fois comme ça calmerait un petit peu les ardeurs de ces pollueurs qui veulent se débarrasser de leurs trucs. Qu'est-ce qu'on a à la une? Parfois on a de l'actualité internationale, pas toujours, mais bon, ça c'est un débat qui a été lancé il y a quelques jours déjà, après les dernières pertes humaines françaises, hélas, au Sahel. Hein, c'est l'opération Barkhane. Est-ce qu'il faut retirer ou non nos troupes? C'est un débat qu'on a déjà eu dans la presse nationale, qui est ce matin à la une du Dauphiné libéré. Masque à l'école, ça va coûter bonbon. C'est drôle ce titre. Pourquoi? Qu'est-ce qui coûte cher? Ah oui, mais c'est pour les familles. Bah oui. Qu'est-ce qui écrit le journal? Depuis hier, seuls les masques catégorie 1
ou chirurgicaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sont autorisés à l'école. Ouais. Pour les familles périgourdines qui ont 2 semaines pour se mettre en règle, ce changement aura une incidence financière. Bah ouais, ça a un coût, bien sûr. La Dordogne libre. Ah, l'enquête sur les chiens dangereux. Vous avez entendu parler de cette enquête? On n'en avait pas parlé. Enquête sur les chiens dangereux. Quelques jours après le décès tragique d'une jeune femme, nouveau décès, ai-je envie d'ajouter, tuée par ces 2 Rottweilers dans le Tarn, l'Agence nationale de sécurité sanitaire publie les résultats d'une étude qui nous apprend quoi? Que les chiens dangereux ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Voilà. Les chiens dangereux, c'est ceux qui sont mal élevés, dit quelqu'un. Mazavel dans le chat. Ben oui, t'as raison. Il n'y a pas de chiens dangereux, il y a juste des maîtres dangereux. Bah oui, c'est l'éducation, c'est pas la race qui compte. Mais on est d'accord. Ah ben on est d'accord avec le constat. Voilà. Alors cette enquête, elle est bizarre parce qu'en fait, alors je l'ai survolée, mais l'enquête, elle dit, c'est pas la race qui fait la dangerosité, alors c'est le comportement des maîtres, oui, mais en fait toutes les races peuvent mordre. Et alors ils disent par exemple un teckel, un chihuahua, que sais-je encore, mord proportionnellement plus souvent qu'un chien de défense, par exemple, un rot, comme évoqué dans cet article. Bon, on est d'accord, mais c'est-à-dire qu'un chihuahua, il te mord, bon, tu lui mets... Tu même pas une baffe, tu lui mets une pichenette, puis c'est fini, quoi. Fin de l'histoire. Et le rot, c'est pas la même histoire. Donc, une fois que tu as dit que le chihuahua ou le caniche te mordait plus souvent que le pit ou le rot ou autre chien, bon, une fois que tu as dit ça, on est d'accord que ça n'empêche pas que y a des chiens qui ont une telle pression au niveau de la mâchoire que il suffit d'une fois, quoi. Mais évidemment, on est d'accord que c'est un problème d'éducation. Il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. On me dit DBKH, je pense qu'on est d'accord avec ça. Hein. À se demander s'il ne faudrait pas avoir un genre de permis de détention d'animaux, quoi, parce que certains en sont juste pas capables. Qu'est-ce qu'on a encore? Je suis pas un spécialiste, moi j'ai pas de chien à la maison. En appartement, je trouve que c'est pas cool pour l'animal. Et puis je sais pas si j'aurai le temps de le sortir comme il faudrait, pauvre chouchou. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant? Non, décidément, il y a rien du chien à la une. Qu'est-ce que c'est que ça? Malade comme un chien de chasse. Bon, à gauche, il me semble que c'est un sanglier, à la une du journal de la Haute-Marne. Hein. Je n'ai pas une vue au top, mais je pense que c'est un sanglier, même si je ne m'y connais pas trop en chien. Les chasseurs sont invités à faire preuve de la plus grande prudence. Les sangliers sont atteints d'une maladie, hein, la maladie d'Ojeski, et ces animaux peuvent transmettre le virus aux chiens. La Fédération des chasseurs suit le dossier de très près. Bon, d'accord, ok. Hein? Non, c'est une baleine. C'était pas un sanglier, c'était une baleine. Bah oui, je vois pas très bien, merci. Je valide ça. Une qui a du chien. Je kiffe. Merci, zèbre noir. Ah bah, en plus c'est un ami ou une amie des animaux. Zèbre noir. On continue. Ok. Mais c'est dingue, c'est FC Animaux ce matin. Alors je lis le Maine libre. Parce qu'on me parle d'un épisode de neige et de froid glacial, ça m'intéresse, notamment dans la Sarthe, hein, c'est la région du Maine libre. Et là, je vois un refuge pour chats et rats. Qu'est-ce qui se passe en une de la presse régionale? Il n'y a que pour les animaux ce matin. Le Mans, dans leur appartement, Virginie Petit-Barral, donc elle est à gauche, présidente de l'association Chat-Rat, et son compagnon, alors lui, il n'a pas le droit à son nom, j'adore, journaliste. Donc à gauche, vous avez Virginie Petit-Barral, puis à droite, vous avez son compagnon. Voilà, on ne saura pas qui c'est. C'est comme ça. Les recueils avaient l'objectif de trouver un nouveau refuge. Les chats et les rats. Mais je n'avais pas vu le rat. Il est là. Je n'avais pas compris la vanne du titre. Chacara. Ah oui. Chat. Parce qu'en fait, ils l'ont écrit Chacara. Donc c'est peut-être Chakra. Mais pour moi, c'est plutôt Shakira. C'est plutôt Shakira. Ah, ou peut-être Chakra. C'est drôle. Mais mate le rat, quoi. Mate le rat. C'est fou. Ah, mais il y a un chien, je n'avais pas vu. Ah là, j'adore. La tête du chien. Mais le chien, il est un peu en panique. C'est quoi cette maison? Cette maison de dingue. Regardez. Le regard du chien, j'en peux plus de cette maison. Il y a des chats, il y a des rats. C'est la sauce, elle s'appelle Chakra, Shakira. Mais la tête du chien, il dit sauvez-moi, j'en peux plus. En fait, il passe trop un message. Voilà. Et évidemment, il y a le chat en haut qui le surveille. On les connaît, les chats, hein, en train de surveiller ce pauvre chien.
Ouais, oh là là, c'est tough. Bon, c'est drôle parce que vous voyez, je n'avais pas vu cette une, je rentre dedans, on se régale. Donc, parce que la photo est marrante, et puis j'avais pas vu le nom de l'association là. Chakra. Ah, Shakira, c'est comme vous voulez. Oh, si je chantais du Shakira. Non, 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 pas tout de suite. Vous savez que alors à chaque fois, je me fais engueuler à chaque fois parce que j'adore la chanson, mais je chante comme une casserole. On n'a pas le droit à la musique sur Twitch à cause des droits d'auteur, et donc je contourne, je suis un petit malin, et donc de temps en temps je mets de la musique dans mes oreilles que vous n'entendez pas, je me mets les paroles et je chante. Et c'est une catastrophe. Hier, qu'est-ce que j'ai Hier, j'ai chanté Julio Iglesias. En amour, il faut toujours un perdant. Non, toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Voilà. Et j'ai massacré aussi Jennifer. Au soleil, il n'y a pas longtemps. Au soleil. Tatin, tatin. Mais je sais que ça vous fait flipper. Puis en plus, je perds à chaque fois des viewers. Hein, je perds 300-400 personnes quand même à chaque fois que je chante. Donc pas Shakira pour l'instant. Mais je kiffe tellement Shakira, quoi. Peut-être plus tard si vous êtes sage. Hein. Feu vert pour les vacanciers. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? On part en vacances. C'est la une de Nice ce matin. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, en fait, c'est une petite bataille judiciaire. Annulation de l'arrêté de Nice interdisant les locations saisonnières. On va faire une petite recherche là-dessus, c'est intéressant. Les touristes peu nombreux malgré tout. Si j'ai bien compris, Christian Estrosi, le maire de Nice, a pris un arrêté interdisant les locations saisonnières dans le centre de la ville, notamment les Airbnb, ce genre de trucs. Pourquoi? Je pense pour des raisons sanitaires. Et je crois que l'arrêté a été cassé, annulé par la justice. Par quelle justice administrative? Peut-être. Je vais voir. Alors, allons chercher cette histoire que j'ai pas creusée. Hop, on retourne sur Google. On va chercher un petit article sympa. Bougez pas, parce que c'est intéressant cette histoire. Mais je pense que c'est pour des raisons sanitaires que M. Estrosi a pris cette... Alors, Nice, location. Ça va le faire. Ça va faire le truc. Voilà. Ah, je vais tout afficher direct, moi. D'accord. Je ne suis même pas passé par le... Tac. Alors, on va pas louer un truc. Hein. On va plutôt chercher un petit article qui nous... Ah, Europe 1, c'est très bien ça. C'était il y a 3 jours, donc c'était au moment de la décision. Lisons cet article d'Europe1.fr. Tac, c'est parti. Vous l'avez? Ouais. À Nice, un arrêté municipal, donc c'est bien la mairie, interdisant les locations saisonnières entre en vigueur ce samedi, donc c'était il y a quelques jours pour une durée de 15 jours. Ce sont les professionnels du tourisme qui jugent discriminatoire et donc, je ne me suis pas trompé, référé examiné par le tribunal administratif d'ici à lundi, c'est tombé, la justice administrative a annulé cet arrêté. Alors pourquoi Christian Estrosi a pris cette décision? C'est ça, c'est pour des raisons sanitaires. Voilà, c'est ça. Pour éviter que les touristes viennent à Nice. D'accord, ok. D'accord, bon, l'arrêté a été cassé, mais hop, regardez, comme nous le dit cette une de Nice Matin qui va se rafficher par la magie d'Internet tout de suite, eh bien, les touristes sont peu nombreux malgré tout. Donc, petite bataille judiciaire à Nice sur cette question. C'est drôle. Ils ne sont pas parlés les deux journaux, mais tout à l'heure on avait une sur les déchetteries sauvages. Du côté de Lille, hein, c'est la une de Noir-Éclair, on a une nouvelle déchetterie qui va arriver dans 3 ans. Ok, qu'est-ce qu'on a en une de la presse en région? Ok, Ouest France. Hein, tout seigneur, tout honneur. Hein. Ouest France, c'est le plus gros tirage de la presse en France. 600 000 exemplaires, 700 000 exemplaires. À une époque, c'était près d'1 million. Face aux nouveaux variants, des mesures plus strictes, notamment à l'école. On a parlé de la question des masques tout à l'heure. Oh oui, oui. Oui, j'ai vu ça ce matin. C'est le petit bleu d'Agen, hein, qui est un journal de la ville d'Agen, pour ceux qui suivent. Bonjour Samuel, bonjour la maman de Rayou, bonjour la maman de Ponce, bonjour le chat. Salut Rêve 7, petit clin d'œil à la maman de Rayou, hein, d'Étoile, mon ami streamer qui m'a fait découvrir tout cet univers. Et je sais que sa maman est parfois avec nous le matin, elle nous regarde. Madame, si vous êtes là, un grand bonjour et merci d'être avec nous. Oui, c'est à Agen, c'est ta ville, tu as de la chance parce qu'elle Nanonine, elle est très sympa cette ville. Mais bon, le carnaval à nouveau sacrifié, nous dit le petit bleu d'Agen. Pourquoi? Pour les raisons sanitaires, c'est la 2e année consécutive. L'association qui organise le carnaval d'Agen, nous explique le petit bleu d'Agen, a dû renoncer à cet événement phare du printemps. Encore de la joie qui s'envole. Mais comment donner tort au petit bleu? Mais oui, c'est toutes ces fêtes. La vie, c'est pas que le boulot et le dodo. Hein, il faut s'aérer la tête, il faut la fête, il faut l'amour, il faut la vie. Et on est empêché de tout ça. Il faut la culture aussi.
Et hop, ça nous revient à la question de l'ouverture, la réouverture des musées, on en parlera tout à l'heure. Voici pour la une du Petit Bleu d'Agen. Tiens, j'avais pas vu cette une de la presse de la Manche, on en a parlé ce matin sur France Info. Également, comment préserver nos jeunes du porno. Alors aujourd'hui, je sais pourquoi ils parlent de ça, parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale, quelque chose, mondiale, on est le 9 février. Voilà. C'est la journée... Alors, journée mondiale des légumineuses, le 10. Donc, c'est pas ça. Demain, c'est la journée mondiale des légumineuses, les amis. Hein, si vous aimez les légumineuses. Non, c'est la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Vous êtes parti en sucette dans le chat, là. Ça y est, ça y est. On parle de porno. Et vous avez quel âge? Mais vous avez quel âge? C'est la journée mondiale pour un Internet plus sûr. On est sur un endroit sérieux ici, hein. C'est quoi le porno? Voilà, Arnaud L7, c'est une bonne question ça. Donc, on essaye de rendre l'Internet plus sûr pour les enfants, pour les innocents. Il y a des enquêtes qui nous montrent que, eh bien, de plus en plus jeunes, ils sont confrontés à des images porno sur Internet, parfois sans le vouloir. Ils ne cherchent pas les choupidous parfois, ils tombent dessus un peu par hasard. Donc, interrogation, comment on peut les préserver? Alors, est-ce qu'il y a une réflexion? Le gouvernement lance aujourd'hui, nous explique la presse de la Manche, une plateforme sur Internet pour conseiller les parents. Ça me semble bien ça, parce que bon, le job il est à faire par les parents, alors que les jeunes ados, moi je dis enfants aussi, hein, sont toujours plus exposés à la pornographie sur le web. Le FC Hasard, j'adore. Je vois pas que c'est je vois pas que c'est ce que c'est perso, me disent certains dans le chat. C'est très bien. Allez, on continue. C'est fou, il y a des sujets, ça vous rend foufou hein, quand même, hein, dans le chat là. Ok. Ah bah voilà. Paris-Normandie, c'est les musées, ça. Ah, oui, 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 oui. Oui, ça, on va faire un sondage tout à l'heure. Hein. Hâte de rouvrir. Hâte de rouvrir. C'est la une de Paris-Normandie. Ce sont les musées, bien sûr, en attente du feu vert du gouvernement. Je crois que j'ai un article ce matin là-dessus. Où est-ce qu'il est? On peut peut-être le... Je vais vous mettre de côté, ou on peut peut-être le lire maintenant. Ouais, les musées, on va peut-être le lire maintenant, tiens. Puisque cette une nous y invite. On va prendre cette main tendue. Alors, est-ce que c'est dans le Parisien? Non. Est-ce que c'est dans le Figaro? Non. Est-ce que c'est dans Libération? Non. Est-ce que c'est dans La Croix? Non. C'est dans l'Humanité. Ah ah. C'est dans l'Humain. Allons-y. Et on fera un petit sondage. Hein. Hâte de rouvrir, nous dit Paris-Normandie. À ce propos, et l'UMA qu'on relira pour la coalition de la honte, c'est vachement intéressant, en Italie, nous parle de la réouverture des musées. Avec un article très intéressant. Allez, je vais vous le lire. Hop. Bolloré rachète Europe 1, c'est tombé? Bolloré rachète Europe 1, c'est tombé. L'actualité, l'info est vraiment tombée ou pas? Parce que c'est une rumeur. Quelqu'un m'a lâché ça dans le chat. Si c'est une info, on va la vivre en direct. Europe 1, Bolloré. Parce que si c'est la rumeur qui court depuis plusieurs jours, c'est juste une effectivement, c'est un truc dont on parle beaucoup en ce moment. C'est une rumeur. Aux portes d'Europe. Oui, c'est les jours, c'est ça. C'est aux portes d'Europe 1. On est d'accord. Oui, mais ça c'est une info que j'avais vue. Ça fait un moment qu'on en parle. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, d'accord. Mais si, quand vous voyez une actu comme ça, n'hésitez pas à m'en parler. Bon, allez, parlons des musées plutôt, parce que ça c'est tombé. Ou plutôt, c'est pas tombé. C'est-à-dire que on les ouvre pas, les musées. Et ben, ça critique de plus en plus. Et moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Lisons cet article de l'UMA. Madame la ministre, et si on rouvrait les musées? Bon, déjà, le titre, il est clair, il interpelle Madame Bachelot. Plusieurs pétitions adressées à Roselyne Bachelot sont restées sans vraie réponse à ce jour, écrit l'UMA ce matin. Pour Emma Lavigne, au Palais de Tokyo, la directrice du Palais de Tokyo, c'est maintenant qu'il faut faire des établissements de culture, des lieux de solidarité et d'humanisme. Lisons un peu l'article. Pour Emma Lavigne, directrice du Palais de Tokyo, la situation est aberrante. Nous sommes stigmatisés comme des lieux possibles de contamination alors que nous avons un protocole sanitaire de 71 pages face au Covid. Un autre texte publié quelques jours auparavant le dit en termes clairs, donc il y a eu pas mal de pétitions qui ont circulé sur cette question. Dans un musée, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne touche à rien. Et si on parle, c'est plutôt en chuchotant. Ouais. C'est pertinent ça. Pascal Converse, un artiste, que dit-il? Il est temps de rouvrir les lieux qui nous apprennent à vivre et à mourir. Truffes, supermarchés, vins, fripes, bijoux, pourquoi pas, mais musées, urgent. Ah oui, c'est vrai. On a rouvert les commerces de vêtements, de fripes, de bijoux, nous dit cet artiste. On a rouvert les hypermarchés, on a rouvert les chocolateries, mais on n'a pas ouvert les musées.
Donc la vie de la pensée, la vie de l'esprit, la vie de la connaissance, c'est moins important que les nourritures terrestres. Ah, ça c'est un bon débat. Réouverture des musées en Italie depuis le 18 janvier. Bah oui, en Italie, on a rouvert les musées, a sans doute ravivé un sentiment d'injustice. Voilà, je vais vous demander votre sentiment. Je crois que si vraiment il y avait une actualité sur laquelle je devais vous consulter ce matin, c'est ça. Je remets l'UMA de côté puisqu'on en reparlera pour l'Italie ce matin. Petit sondage ce matin. Je classe mes journaux. Comme ça, je fais un peu de gainage aussi, parce que comme j'ai arrêté le sport, parce que Twitch me prend trop de temps, hop, comme ça, je fais un peu de gainage. À gauche, à droite, à gauche. Alors, c'est pas avec ça que je vais muscler les abdos, c'est sûr. Allez, sondage, c'est parti. Gérer les sondages. Nouveau sondage. Tac. Alors, on va faire simple, hein. Pas compliquer la question. Faut-il rouvrir les musées? Évidemment, avec toutes les mesures sanitaires qu'on peut imaginer. Je ne vais pas vous mettre dans la question. Hein. Distanciation, les masques, et vas-y que je te mets du gel, etc. Un certain nombre de personnes par pièce. Je pense que tout ça est prévu. Faut-il rouvrir les musées? Oui. Première possibilité. Non. Au nom de la lutte contre le Covid-19. Et ne se prononce pas. Je pense pas qu'on va créer une autre possibilité. Hein. Oui, non, je ne se prononce pas. Je crois que c'est assez large pour... Ok. Autre. Oui, autre, ben, ne se prononce pas. Voilà. Et le cinéma. Ah oui, le cinéma. Bon, là, on est sur les musées. Le cinéma, ça pose une autre question. Voilà. Ok. Pourquoi que les musées? Oui, bah, parce que là, on est sur les musées. Voilà. Puis on va pas faire... parce qu'après, on va faire, oui, le théâtre, mais à faire trop large... eh ben, on a des questions moins précises et des réponses moins précises. Si je vous demande les musées, le cinéma, etc., alors que ce sont des lieux différents, avec pas forcément les mêmes concentrations de gens, ça va être trop large. Voilà, on fera le cinéma aussi. Voilà, c'est parti. Let's go! Un petit F5 dans le chat pour voir le sondage si vous ne le voyez pas, pendant que je me bois discrètement un peu de café. Pop, 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 c'est clair. Hein. Et la tendance du sondage, là, n'a pas beaucoup bougé. Hein. 1% pour le oui, il faut rouvrir. Qui trop embrasse peu étreint. C'est ce que je voulais dire sur le sondage. Merci, tu le dis mieux que moi. Non, je ne veux pas la musique là parce que je discute. Voilà, vous êtes en train de discuter de lieux de culture qui devraient rouvrir. Lesquels? Oui. Ah, selon l'état sanitaire de la région, on peut faire aussi du régional. Alors, bon, bah, c'est très clair, hein, vous êtes 2000, 5000, 3000, 3500 à avoir voté. C'est oui à 76%. Oui à 76%, non à 13%. Voilà, ce serait intéressant d'avoir la ministre de la Culture avec nous là, pour répondre à cette question-là. Tiens, il faudrait qu'on l'invite dans la matinée Étienne. Oui, 76%, non, 13%, ça bouge plus. Vous n'êtes que 12% à ne pas vous prononcer. Je pense qu'on peut arrêter ce sondage parce que la tendance est très claire. Vous êtes 3000, vous êtes 4000 presque à avoir voté. 4000? Vous êtes combien ce matin? Vous êtes beaucoup comme ça? Vous êtes combien? Vous êtes 14 000. Je ne l'avais pas vu. Mais bonjour 14 000 amis. Bonjour à vous. Alors, on a fait une petite... on était avec la presse régionale. On a fait une petite parenthèse sur les musées. Merci d'avoir participé à ce sondage. C'est intéressant de savoir ce que vous en pensez. C'est bizarre d'ailleurs que le gouvernement décide pas de rouvrir les musées parce que c'est quand même une mesure populaire. Et puis je pense que c'est facile dans ces lieux-là de mettre en place des mesures sanitaires strictes, je pense. Hein. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui sont contre la réouverture des musées, vous pouvez glissez-moi quelques arguments dans le chat. Ceux qui sont contre la réouverture des musées. Hein? Pourquoi? Ça risque de créer des tensions. Attends. Ah, j'avais un argument là. Ouais. Rouvrir les musées. Donc là, je vois des arguments pour la réouverture, mais contre. Je lis, hein, je cherche des arguments contre. S'il y a que les musées d'ouvert, tout le monde y irait. C'est pas sûr, moi. Musée, il y a des gens qui iront jamais. Hein. Pour ne pas faire augmenter le tourisme. Ah, ok. Pour ne pas faire augmenter le tourisme, argument. Lieu clos, gros cluster, il y a des vraies inquiétudes sanitaires.
Ok. Ah ouais, The Catalyst nous dit, on rouvre tout et après on va se plaindre de la troisième vague. Ok, donc c'est vraiment, vous êtes vraiment sur l'argument sanitaire. Hein. Ok, à un moment, il faut être cohérent, me dit Caxlac. Tout le monde râlait parce que ça confinait pas au début, maintenant tout le monde râle parce que ça confine trop. Bah ouais, Gaulois, réfractaire, hashtag, on est en France, quoi, ça râle, c'est normal, c'est ça qui coule dans notre pays. Euh, ouais, bien, ouais. C'est les flux de personnes le problème. Imaginez rien que le Louvre. Ouais, on est d'accord, ouais. Mais peut-être qu'on peut prendre des mesures pour réguler les flux. Il faut un confinement total. Ok. Moi, ce que je vois dans les arguments, là, pardon, je ne les lis pas tous parce que j'en ai plusieurs dizaines sous les yeux. Oula, j'arrive même pas à revenir à la fin du chat. Euh, c'est qu'en fait, oui, les gens qui m'ont répondu non, c'est vraiment pour des raisons sanitaires. Quoi. Après les musées, qu'est-ce qu'on va rouvrir, etc. Il faut vraiment réduire les flux. C'est vrai que, rappelons que les scientifiques, les épidémiologistes nous disent quoi en ce moment? Qu'il faudrait confiner. Hein. Si on n'écoute que les scientifiques aujourd'hui, que les médecins, que les virologues, ils nous disent qu'il faut confiner. C'est une décision politique en France du gouvernement de ne pas reconfiner pour préserver l'économie, pour préserver la psychologie, le moral des Français. Mais sur un plan sanitaire, a priori, il faudrait reconfiner. Donc j'ai entendu les arguments. Merci. On continue. Ça, c'est les musées. Je suis content d'avoir échangé avec vous à ce propos. Vous savez, c'est ça le plus par rapport au journal. Quand je raconte un truc dans le journal le matin, c'est complètement, c'est dans un sens, quoi. Donc, on expose une idée, un angle, une analyse, mais c'est un échange il n'y a pas d'échange. Et là, vous voyez, bah, j'ai eu des éléments de réflexion des deux camps que j'avais pas forcément en tête. Donc, merci à vous pour cet échange. Hâte de rouvrir, c'est Paris-Normandie. La République du Centre nous parle encore du masque maison exclu de l'école. Quelqu'un dans le chat disait tout à l'heure, ça y est, on nous en a fait acheter ou produire plein et maintenant ils ne servent plus à rien. La 5G, ben là, elle arrive. Hein. Vous vous rappelez, à un moment, il y a eu une levée de bouclier des écologistes en France. On n'en veut pas de la 5G, bon, pour des raisons de santé. Hein. Et on n'a parlé que de ça pendant une semaine. Et puis finalement, ben, la mobilisation, on ne l'a pas vue. Puis les antennes 5G sont en train de s'installer ici à Bordeaux. Et personne ne dit trop rien, hein, au final. Le télégramme, la neige arrive. La neige, la neige. La Bretagne se prépare à la neige. Alors, les mauvais coucheurs, les râleurs diront ouais, la météo, à la une des journaux, dans les journaux, et le journal de TF1, et le journal de France 2, qui a fait 10 minutes sur la neige. Il n'y a pas autre chose dans le monde. Bon, depuis que je suis journaliste, j'entends ça. Et oui, j'entends un truc, il y a des trucs plus graves que la neige, la faim dans le monde, tout ça. Mais la neige, surtout dans les régions qui ne la connaissent pas, mais pardon pour l'expression, mais c'est le bordel. C'est le bordel, mon ami. Les gens ne savent pas rouler sur la neige, donc c'est accident. C'est accident. Même les piétons sur les trottoirs, on n'est pas habitué. C'est compliqué pour aller au boulot. Conséquences économiques, c'est compliqué pour aller à l'école. C'est ton quotidien. Oui, c'est un marronnier. Bah oui, mais c'est la neige en Bretagne, mon choupitou, c'est pas un marronnier. Un marronnier, c'est une actualité qui revient tous les ans. Je peux te dire que la neige en Bretagne, c'est pas un marronnier. Moi, en tant qu'enfant en Bretagne, je peux dire que quand il y avait de la neige, on était fous parce que ça arrivait pas souvent. Donc c'est pas un marronnier. Voilà. Et puis ça impacte totalement la vie des gens. Voilà. Et puis il y a un truc tout bête. Quand tu parles d'un phénomène météo extrême comme ça dans les journaux, à la télé par exemple, quand tu vois l'audience, c'est énorme. Les gens, ils kiffent ça, quoi. Ça les intéresse, c'est leur quotidien. Ils regardent. Donc à un moment, s'ils regardent, c'est parce que voilà, c'est parce que c'est impactant pour eux. Donc les procès sur oh là là, les journalistes, les marronniers, c'est pas tellement un truc de journaliste. Peut-être que toi, ça t'intéresse pas la neige, mais en fait, ça bouleverse la vie des gens. Voilà, c'est tout. Petit coup de gueule du matin. Là. Donc la Bretagne qui se prépare à la neige. Voilà. Puis demain, je vous en montrerai moi, parce que vous verrez, ce sera à la une de plein de journaux. La nuit sans fin des discothèques. On parlait des musées, mais les discothèques aussi. Hein. Nuit sans fin. Et il est juste ce titre de l'Union dans la région de Reims. Je crois que le visage de ces deux tenanciers là, de discothèques en dit long, quoi, parce que c'est vraiment... quelle perspective hein, déjà que les discothèques en France se portent pas très très bien, puisqu'on n'y va plus en discothèque. Les jeunes n'y vont plus en discothèque. C'était de mon temps, ça. Et ça, c'est terminé. Hop, tiens, pour les râleurs. Grand froid cette semaine, c'est la une de la Voix du Nord. Et ça caille, hein. -6 ce matin dans le Nord, et même beaucoup plus par endroit. Voilà. Et les étudiants en pleine crise, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans la presse nationale d'ailleurs ce matin. Voilà, pour ce petit coup d'œil. La presse outre-mer, je la regarde aussi de temps en temps, mais je ne lis pas tous les journaux. -8 à Lille, ça caille. Mais parfois, j'ai le journal de la Réunion. En Nouvelle-Calédonie, j'ai la presse aussi. Donc voilà, je montre ça de temps en temps, mais le matin, je ne montre pas tout. Ouais, Samuel Etienne en boîte. Ah oui. Ah si, mais si, Samuel Etienne en boîte. Ah, je peux vous dire que
Ça y allait. Hein. En Bretagne, on aime bien faire la fête. Voilà, bon, on se lance dans la presse nationale, il est 11 heures, c'est bien, on est sur un bon rythme. Petit café, chez vous, chez moi, voilà, et autre chose. Et puis on attaque la presse nationale, j'ai vraiment plein de trucs super intéressants. Let's go. Pour le café. Ah, j'ai préféré mon micro. Du coup, je voyais à quoi vous étiez ce matin. J'ai vu du thé, j'ai vu du thé, j'ai vu quoi? J'ai vu des jus sympas, des jus kiwi, des kiwis, pomme kiwi, voilà. Swoosh, 8, petit whisky. Non, je te crois pas. 11 heures, sérieux, 11 heures, petit. Non. Zaccord, 59, petit Ricard, je te crois pas. Faut pas à cette heure-là, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Qu'est-ce que. Allez, on y va. Presse nationale, c'est parti. Combien ça coûte le télétravail? Combien ça vous coûte le télétravail? Pour ceux qui sont au télétravail, parce que ça vous coûte, les amis. Ouais. C'est la une du Parisien ce matin. Selon une étude que nous dévoilons, le Parisien, le surcoût lié au travail à domicile peut atteindre jusqu'à 174 € mensuels, mais c'est pas rien. Hein, quand on est au télétravail, ça induit des coûts. Lesquels on va voir. Pour l'instant, peu d'employeurs dédommagent les employés. Ça me coûte mon dos, me dit quelqu'un. Ah, tu vois, ça te coûte ton dos, ou alors une bonne chaise que tu vas acheter, donc ça te coûte des sous. C'est parti. Le vrai prix du télétravail. Électricité. Bah ouais, tu chauffes une partie de... Tu veux trop chaud, donc tu chauffes bien la pièce où t'es. Bon, est-ce que le patron te paye ça? Non. Électricité pour l'ordinateur, tout ça. Fourniture, la bureautique. Selon une étude du cabinet Conviction RH que nous révélons, le coût lié au travail à la maison peut dépasser 150 € par mois. De quoi relancer le débat sur la prise en charge par l'employeur. Ben ouais, je suis d'accord. Du côté... Alors que dit la loi? C'est ça le problème. Je m'étais penché sur la question à l'occasion de La Parole Étienne, quand je vous avais donné la parole un soir pendant 3 heures à ceux qui sont en télétravail, pour savoir si pour vous c'était, je vais brancher un câble qui s'est fait la malle, si c'était une révolution, si c'était pour vous positif ou négatif. Je m'étais posé la question justement de que disait la loi? Pas grand-chose. Le Parisien rappelle qu'il y a un vrai flou artistique sur la question. L'ANI. Alors l'ANI, c'est l'accord national interprofessionnel qui a été signé il n'y a pas longtemps, hein, quelques semaines entre le patronat et les syndicats sur cette question. C'était en novembre. Cet accord, cette ANI, indique, écoutez bien, qu'il appartient à l'entreprise de prendre en charge les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité. Ok, yes. Et dans l'intérêt de l'employeur. Mais c'est toujours le mais le problème. Mais l'accord ne détaille pas le type de dépenses qui peuvent être remboursées et renvoie cette question au dialogue social au sein de l'entreprise et aux accords de branche. Tu as un accord qui dit, bon les gars, les entreprises vont devoir rembourser aux salariés des dépenses. Et dans le même accord qui dit, bon, sauf qu'on ne dit pas quelles dépenses c'est. Et en fait, tu vois ça avec ton entreprise. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est flou. À chaque employeur, donc, écrit le Parisien, d'adopter ou non sa politique de compensation des frais. Certains me disent par exemple qu'ils ont des forfaits, je vois, hein, des forfaits télétravail. Certains sont remboursés de trucs, et puis d'autres pas. Chaque employeur d'appliquer sa politique de compensation, aide à l'équipement, forfait mensuel, remboursement sur justificatif. Il y a une organisation syndicale qui a refusé de signer l'accord, c'est la CGT je crois. Ouais. Et elle va plus loin. En plus des frais fixes, l'employeur devrait prendre en charge une partie du loyer du salarié qui consacre une pièce de son logement à son travail. La réflexion va plus loin, parce que dans les années qui viennent, les entreprises vont faire des économies en se séparant, grâce au télétravail, d'une partie de ces locaux. Hein, et ce serait cohérent qu'elle reverse aux salariés une partie de cette somme. Voilà, c'est ce que dit la CGT. En tout cas, il y a débat sur cette question. Je relis un petit peu les réactions qui fournissent un PC. Ouais, d'accord, divisé, ouais.
j'ai 20 euros par mois de mon entreprise, c'est peu. Qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la question. Ça dépend un petit peu de tes dépenses, hein. Le Parisien dit que ça peut dépasser 150 euros. Mon père est défrayé 100%, 100 euros par mois pour les frais de télétravail, ça permet. Ouais, ça c'est bien. 800 euros de prime, sérieux? Non, 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 non. Listo, 800 euros de prime, bah non. Attends, tu bosses où? T'as 800 euros de prime mensuelle pour télétravail? T'as un super job, faut que tu nous files de tuyaux. Ouais, certains ont 20 euros, hein, Kir Dotor, 20 euros. Ou alors c'était une prime exceptionnelle. Tu as touché une fois peut-être, hein. Bon, télétravail, voilà la question qui est posée par le Parisien ce matin. Je lis l'édito du Parisien sur cette question. Ok, d'accord. Top. Bon, ça c'est le Parisien. Qu'est-ce que je voulais vous lire d'autre dans le Parisien? C'était tout pour ce matin. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez des frais engendrés par le télétravail qui sont importants, ben, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre entreprise pour qu'une partie soit prise en charge. Ça ne me semble pas une demande folle. Une promesse pas tenue. El Figaro qui est en colère là, contre le gouvernement, hein, sur les capacités en réanimation dans la crise du Covid-19. Un an après le début de la pandémie, écrit le Figaro ce matin, les hôpitaux sont toujours à la merci d'une hausse brutale de cas graves, faute d'investissements massifs dans les infrastructures et les personnels soignants. Il y a un édito qui est assez bien troussé de Yves Tréhard ce matin dans le Figaro, de la promesse à la réalité. Je vous lis un petit extrait de cet édito. Était-ce une promesse intenable ou une erreur de communication? Le 25 juin dernier, peu après le premier confinement, Olivier Véran, ministre de la Santé pour ceux qui suivent, annonçait que 12 000 lits de réanimation seraient mobilisables. 12 000 lits en cas de nouvelle vague épidémique. Soit 7 000 de plus qu'on compte la France, hein. On en aurait donc, si je calcule bien, 5 000. 7 mois ont passé, le coronavirus court toujours, mais la déclaration du ministre de la Santé est restée morte. On n'a pas les 7 000 lits en réa supplémentaires. Alors sur les lits de réanimation, concède Yves Tréhard, la réalité elle est complexe. Elle est complexe parce que créer de nouveaux lits de réanimation, c'est pas juste aligner les lits. Il faut bien sûr le personnel qui va avec et il faut souvent former ce personnel. Donc Yves Tréhard dit pas que c'est facile à faire. Yves Tréhard dit il y a eu promesse. Et le politique ferait bien. Il y a ma table de son qui envoie des musiques toute seule. Et le politique ferait bien de faire attention à ce qu'il dit, parce qu'une promesse non tenue, c'est une décrédibilisation de la parole politique. Là, je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas tant de ne pas avoir tenu cette promesse, si c'est compliqué. Mais à un moment, quand on est en responsabilité, il faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Au moment où tu prononces cette phrase, je vais t'envoyer Choupitou 7000 lits alors, dans les prochains mois, en réa, le minimum à ce niveau de responsabilité, je crois, c'est de vérifier que c'est possible, quoi, de se poser la question. Donc voilà, imprudence du ministre de la Santé, critiquée dans le Figaro de ce matin. Voilà, je trouvais ça assez pertinent. Voilà. Après, Figaro, Libération, je lis toute la presse, hein, toutes les grilles de lecture. Le Figaro, une grille plutôt conservatrice, conservatrice, c'est très bien. Libération, plutôt de gauche. C'est assumé, hein, c'est affiché, hein, c'est pas, ils n'avancent pas masqués, hein. Dans Libération, vous avez des éditos, des analyses de l'actualité qui sont clairement analyses de gauche. Figaro beaucoup plus conservatrice sur les questions de la famille, sur les questions de la société, sur la question de la sécurité. Voilà, et ces journaux qui n'avancent pas masqués, ils ne le cachent pas. Voilà. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est pour ça que souvent je vous incite à lire différents journaux, hein. Si vous avez des idées d'un certain type qui correspondent à un journal, si vous lisez tous les jours le même journal, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être conforté dans vos idées, hein. Si vous lisez toujours le même type d'analyse, vous dites oui, j'ai raison, mon journal le dit, hein. Alors que si vous changez de temps en temps de crèmerie, si vous de temps en temps vous allez frotter votre intelligence à d'autres façons de penser. Imaginons que vous êtes un fidèle habitué du Figaro, achetez Libé, achetez l'UMA de temps en temps. Et si vous lisez que l'UMA tous les jours, allez acheter le Figaro de temps en temps. Alors vous serez un petit peu bousculé dans vos certitudes, mais je pense qu'il faut être trop de confort, il faut confronter. Je suis d'accord, Storms. Et il faut de temps en temps sortir de son petit confort. Vous savez, je crois que c'est sur Facebook, il y a des algorithmes, ai-je lu, mais vous allez me confirmer ça, vous connaissez ça mieux que moi, qui font que quand Facebook comprend un moment que vous vous intéressez à un certain type de sujet et à certaines analyses, finalement, Facebook vous resserre tout le temps les trucs qui arrivent en priorité, hein. C'est les bulles de filtre, c'est ce qu'on appelle les bulles de filtre, c'est ça? Filter bubble, ok, d'accord. Moi je connaissais les bubble tea, j'adore ça.
C'est bubble tea avec les petites boules. Excusez-moi, pardon. Je connaissais pas ça. Eh ben, ok, les bulles de filtre. Et donc vous recevez que des notifications, que des articles qui vont dans votre sens. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui est un peu gilet jaune par exemple, il va lire beaucoup d'articles sur les gilets jaunes qui vont peut-être dans le sens de ce qu'il pense. Et puis à un moment, il va recevoir que des choses qui vont dans son sens. Et là, c'est une catastrophe. Parce que du coup, tu finis par, comment dire, euh, par penser que tout le monde pense comme toi, ou en tout cas que tu n'as pas à te remettre en question. C'est super dangereux intellectuellement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à multiplier vos sources d'informations, à en changer de temps en temps, et puis d'échanger avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est un peu ce qu'on fait là le matin. Allez, Libération donc. Pardon pour cette petite... J'ai appris un truc là. Donc Bubble, comment on dit? Comment vous m'avez dit? Vachement intéressant. J'ai encore appris un truc grâce à vous. Je remonte le chat. Je vais frimer à la rédaction. Je dis, alors, ben oui, non, Bubble Tea, c'est moi. Donc là, la bulle de filtre. Je vais trop me la raconter, quoi. Ah, ça, c'est une bulle de filtre. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu connais pas la bulle de filtre? Tout le monde connaît la bulle de filtre. Explique celui qui l'a pris hier, grâce à vous. Revenu universel, et si on en reparlait, délibération, je suis d'accord, on va en reparler. Le revenu universel, on va rappeler le concept, un revenu versé à chacun, universel, quel que soit l'âge, en général à partir de 18 ans quand même, on va pas filer ça aux gamins, ils vont se bourrer de bons becs, quelles que soient les conditions d'âge, de revenus, etc. Un revenu universel. Et Libération fait le constat que tout le monde en parle aujourd'hui, même à droite. On dit même à droite parce que c'est notamment Benoît Hamon qui portait cette idée lors de la dernière présidentielle. Benoît Hamon, il est là. Ah, si on en reparlait. Alors c'est intéressant. On va prendre un petit peu de temps pour lire ces 2 pages, cet édito de Libération. Alors est-ce que je commence par l'édito ou par l'article? C'est une question que je suis en train de me poser en termes de progression dans les idées. Ouais. Donc ça, c'est un édito d'Alexandra Schwarzbrod qui est vraiment pro-revenu universel. Et puis, on ira voir l'article après. On y va sur l'édito d'Alexandra Schwarzbrod, qui écrit de très bons éditos dans Libération. Je rappelle, l'édito, c'est pas un article comme les autres, c'est un article où le journaliste ou le journal donne son avis, son opinion personnelle. Et donc, quand vous voyez édito, ça clignote, ça veut dire ça n'est pas un fait. C'est une analyse et vous en faites ce que vous voulez. C'est parti. L'idée d'un revenu universel ne cesse de ressurgir dans le débat politique, écrit Alexandra. Mais avec la crise économique et sociale liée à la pandémie, elle fait son retour dans les aspirations des Français. Bonne nouvelle, car à l'évidence, bonne nouvelle. Elle est super pro, elle est super pour. Bonne nouvelle, car à l'évidence, un revenu, si ce n'est universel au moins de base, réglerait nombre de difficultés économiques, des injustices sociales, mais aussi des soucis psychologiques, charriés notamment par le Covid. Si ce revenu existait aujourd'hui, on ne verrait pas les étudiants faire la queue à la soupe populaire et renoncer à tout rêve d'avenir. Si ce revenu existait aujourd'hui, beaucoup n'en seraient pas réduits à batailler pour survivre. Ils seraient en train de travailler sur des projets aptes à leur donner un horizon et surtout l'envie de se lever le matin. C'est le grand débat. C'est le grand débat. Tant qu'on ne l'a pas mis en place, est-ce que le revenu universel pourrait au contraire dissuader les gens de chercher le travail? Alors, je vois les arguments dans le chat. Qui va se lever le matin pour aller bosser s'il y a ce revenu, me dit Ventilator 47, joli pseudo au passage. C'est le grand débat. Est-ce qu'un revenu universel va ne pas donner envie aux gens d'aller travailler, ou au contraire, est-ce que ça va leur assurer un minimum de confort matériel? On parle d'un minimum, revenu universel, ça ne va pas être Byzance. Un minimum de confort, de sécurité matérielle pour justement tenter de se projeter dans un métier peut-être moins alimentaire, un peu plus ambitieux, en se formant, en prenant le temps de chercher. Donc c'est tout le débat. Le travail donne un sens au quotidien, me dit quelqu'un. Ben oui, c'est ça. Moi, je plains les gens oisifs, qui le sont par obligation ou par choix. Que franchement, un travail épanouissant, c'est juste un kiff, bien sûr. Mais pour le trouver, ce travail épanouissant, parfois il faut être libre, parfois il faut du temps, et, notamment le temps de se former. D'où la réflexion sur ce revenu universel. C'est un débat très vaste, c'est pas moi qui vais vous le résumer en 1 minute. Je continue l'édito. Ils seraient en train de travailler donc sur des projets aptes à leur donner un horizon et surtout l'envie de se lever le matin. Comme le note Benoît Hamon dans l'interview qu'il nous a accordée, c'est pages 4 et 5 dans Libé ce matin, nous avons vitalement besoin d'idées positives pour sortir de cette séquence anxiogène. Le revenu universel en est une. Qu'attendons-nous pour l'expérimenter à grande échelle? Bon, ça c'est l'avis de Libération et ça n'est que l'avis de Libération. Maintenant, lisons l'article qui est intéressant aussi.
Donc tout le monde à droite comme à gauche aujourd'hui parle de ce revenu universel. Encore faut-il s'entendre sur ce dont on parle, écrit Libé. Ce n'est pas forcément le même revenu universel. S'agit-il d'une somme versée à chacun, quel que soit son niveau de revenu, du jeune exclu du monde du travail au milliardaire, Bernard Arnault? Et dans ce cas, quel montant? Est-ce qu'on donne 500 euros? Est-ce qu'on donne 800 euros? Est-ce qu'on donne 1000 euros? Le versement doit-il au contraire être lié à un niveau de revenu? C'est-à-dire que les plus riches n'auraient pas le droit à ce revenu minimum. Ou bien s'agit-il, version défendue chez certains libéraux, d'une somme ayant vocation à remplacer tous les dispositifs de protection sociale? Il y a des gens à droite qui disent, bon allez, on va vous donner un revenu minimum, parce qu'on est cool, on est sympa. Et ça va remplacer toutes les autres aides. Ah oui. Ah oui, mais alors, bon, et puis est-ce que c'est pas forcément bénéficiaire là-dessus? Donc, et c'est ça l'élément intéressant de cet article. Il y a presque autant de revenus universels que de personnes qui portent cette idée. C'est le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, qui dit cela. On peut peut-être faire un sondage sur la question d'ailleurs, même si le débat est très compliqué. Même à gauche, la bataille est loin d'être gagnée. Si Jean-Luc Mélenchon s'est dit prêt à discuter de la proposition, ses lieutenants, on parlait de M. Quatennens à l'instant, sont très réservés sur le revenu universel. Cela risque d'encourager. C'est drôle parce que dans les adversaires du revenu universel, il y a notamment ceux qui disent « Ah oui, mais alors si on met ça, ça va créer des tas de feignants qui ne vont pas vouloir aller bosser. » Et à gauche, on critique aussi. Mais pour d'autres raisons, écoutez. Cela risque d'encourager les employeurs à embaucher moins. Le travail des femmes risque d'être le premier touché. Et surtout, cette mesure contourne la relation capital-travail. Le revenu serait financé par l'impôt, alors que nous pensons que c'est à l'employeur de prendre en charge les salaires. Donc vous avez des critiques de droite et de gauche, qui ne sont pas les mêmes du tout, sur le salaire universel, le revenu. Position partagée par certains syndicats, comme la FO et la CGT. L'idée du revenu universel, c'est qu'il n'y aurait pas de travail pour tout le monde, comme une espèce de fatalité, et qu'il faudrait donc un revenu pour s'exclure du travail à vie. C'est ce qu'on pense notamment à CGT. Alors là, je vois que le débat est super clivant dans le chat. Les pour, les contre, c'est drôle ça. Que de passion. Ouais. La passion, quand elle est exprimée avec respect par rapport aux autres, j'ai l'impression que c'est le cas là, eh ben ça me va, oui, il n'y a pas de problème. On fait un petit sondage. Alors là, super, comment dire, comment dire, un sondage, c'est un instrument intéressant, mais comment dire, forcément réducteur, parce que on voit que c'est une question éminemment complexe avec finalement chaque personne qui a un regard différent sur la question. Donc, si je vais vous demander pour ou contre le revenu universel, c'est vrai que c'est... Mais que faire? C'est un instrument. Allez, c'est un instrument très imparfait. On va quand même le créer, ce sondage. On va peut-être avoir des surprises quant au résultat. Alors, faut-il mettre en place, créer, on va dire créer, c'est plus court, un revenu universel? Alors, on va s'accorder sur la définition de ce revenu universel parce qu'il y en a plein. On va dire un revenu universel, finalement, pour tout le monde, à partir de 18 ans, quelles que soient les conditions de ressources. Voilà, c'est vraiment un revenu universel pour tout le monde. L'idée, c'est que, on est assuré d'avoir ce revenu, parce que c'est ça à l'origine, le revenu universel. Hein. Un revenu à vie, minimum, qui ne va pas permettre de rouler sur l'or, loin de là, mais qui va permettre d'assurer une sécurité matérielle, c'est-à-dire d'avoir un toit sur la tête et de quoi manger. D'accord? Pour moi, c'est ça, la base. Alors, après, verser selon conditions de ressources, etc. Bon. Alors, là, on part sur faut-il créer un revenu universel à partir de 18 ans pour tout le monde? Pour simplifier, sinon, ça va être trop complexe. Oui, première réponse possible. Non. Je ne sais pas. Et encore, excusez-moi, une nouvelle fois, c'est très réducteur, mais de toute façon, toute question est réductrice. Voilà, philo de comptoir. C'est parti. Nouveau sondage. On est d'humeur très scandalière ce mardi matin. On voit les résultats et je me paie un café. Toutes les occasions sont bonnes pour du café. Ah, c'est intéressant. C'est moins serré que je pensais. En tout cas, ça a enflammé le chat. C'est intéressant. À partir de la naissance, le revenu universel? Quelle somme? Ah oui, la question de la somme. Ouais. On est juste sur le principe là. On voit que vous êtes quand même 48% à dire oui. Et
entre guillemets, que 34%, donc un gros tiers à dire non, et 18% devant la complexité du sujet, vous vous abstenez pour ce jour, mais vous êtes quand même une quasi-majorité absolue, 48%, à dire oui. Donc on voit que cette idée de revenu universel, elle progresse quand même dans le débat public. Vous en êtes la démonstration ici, même si, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par l'actualité, des gens un petit peu éclairés, des gens un petit peu qui s'intéressent à tout ça. Donc je ne suis pas sûr qu'on aurait le même résultat si on faisait un sondage au niveau de la population française, par exemple. On arrête le sondage, la tendance elle est très claire, vous êtes 2000, 3000, 3500, 4500 à avoir voté, et vous êtes 47% à dire oui au revenu universel, 33% à dire non, et 20% je ne sais pas. Merci de votre participation, c'est intéressant. Tac. Et je me dépêche parce qu'on ne va jamais avoir le temps d'évoquer toute l'actualité. Donc, ça c'est Libé. Je l'ai mis où, Libé? Libé a disparu. Vous n'avez pas vu Libé? Vous n'avez pas vu Libé? Vous n'avez pas vu Libé? Vous avez vu Libé ou pas? Vous n'avez pas vu Libé? Vous n'avez pas vu Libé? Vous l'avez vu Libé ou pas? Libé c'est libéré. Libéré. Ouais, c'était Mirza. En plus, j'ai fini de le lire, mais c'était pour vérifier qu'il n'y avait pas un autre article. C'est pas possible. Vous avez pas vu ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Et quand je vous disais que j'étais un peu distrait. Bon, tout ça pour vérifier que finalement, c'était la chose dont je voulais vous parler dans Libération. Donc, mais on a retrouvé Libé. Ok, tout va bien. Un petit peu d'actualité internationale. Allez, on prend la Croix. Deux trucs sympas dans la Croix. La question du procès Trump, le deuxième, ça va aller très vite, il n'y a pas trop de suspense. Et puis un article super sympa d'un jeune chef français que vous sembliez connaître tout à l'heure, Maury Sacco, qui vient d'avoir sa première étoile et qui est juste tellement positif, tellement plein de bonnes ondes que je voulais partager ça avec vous. Allez, le télétravail, c'est à fond sur le revenu universel. Un accusé toujours influent, donc c'est Donald Trump, jugé à partir d'aujourd'hui, nous explique la Croix, pour incitation à l'insurrection. C'est donc son deuxième procédure quand même de procès. Il en a déjà eu une première. Donald Trump continue à peser sur la droite américaine. Alors, suspense ou pas, la Croix nous dit très clairement, il y a no suspense. Guillaume Goubert, dans son édito, écrit: il n'y aura pas un nombre suffisant de sénateurs républicains pour voter la condamnation de Donald Trump et une interdiction de se représenter à la Maison-Blanche. Voilà. Il y a quelques semaines, je lisais Paris Match et je vous avais dit, il n'y a aucune chance. À l'époque, il était encore président. Il n'y a aucune chance que le président Trump soit destitué. Et si c'est le cas, je mangerai une page entière de Paris Match, c'est le papier glacé un petit peu épais, devant vous. Bon, ça n'est pas arrivé, je ne prenais pas trop de risques. Là, je pense aussi effectivement qu'il ne sera pas condamné, et si ça arrive, je mangerai une page de la Croix. Vous pouvez clipper le passage pour en garder une preuve. Alors on peut se demande la Croix, si le jeu en vaut la chandelle. Pourquoi on fait ce procès si on sait qu'il n'y a aucune chance que l'ancien président soit condamné? C'est intéressant ça. Alors j'ai trouvé l'explication. Page 3 dans la Croix. Un procès nécessaire mais encombrant. Ah, pourquoi nécessaire? L'accusation démocrate a tenu à faire ce procès non pour destituer Donald Trump. De toute façon, il n'est plus président. Ok. Éventuellement, s'il était condamné, ce serait compliqué qu'il se représente éventuellement dans 4 ans. Il y avait ça, mais c'est même pas ça. Non. L'accusation démocrate a tenu à faire ce procès pour rétablir des limites que l'ancien chef de l'État n'a cessé de repousser au cours de son mandat présidentiel. Pour la majorité démocrate de la Chambre et pour les 10 élus républicains, parce qu'il y a quand même quelques républicains qui ont voté avec elle, ne pas voter l'impeachment, la procédure de destitution, on le rappelle, aurait signifié que l'attitude de Donald Trump était conforme à la Constitution, créant un précédent. On rappelle que là, ce qui est jugé, c'est notamment l'éventuelle incitation de Trump à ses partisans de marcher sur le Capitole, et en tout cas de réagir très vivement à sa non-réélection. Voilà, c'est ça. Et comme, pour les démocrates et une partie des républicains, il a outrepassé son rôle, c'est une façon, par ce procès, de le signifier. Donc ça, c'est une démarche très symbolique. L'article dit « procès nécessaire mais encombrant ». Ah, alors pourquoi ?
Pour beaucoup d'élus et d'observateurs, ce procès est nécessaire, mais ce qui n'empêche pas d'être encombrant. D'une part parce qu'il fait que peu de doute que Donald Trump soit acquitté, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est pas tout. À Washington, beaucoup étaient pressés de tourner la page Trump finalement. Hein. Ce procès pourrait réaffirmer les clivages au Sénat alors que le nouveau président, Joe Biden, eh bien, a besoin de certains élus républicains. Ah, ok. Et puis c'est pas tout. Pour les élus républicains aussi, les prochains jours s'annoncent délicats. Les républicains, c'est le camp de Trump, hein, on le rappelle. Comment dénoncer l'attitude de Donald Trump et ses mensonges sur le vol des électeurs, par exemple, sans fâcher ses électeurs? En fait, voilà, c'est nécessaire pour certaines raisons, mais finalement, ça ennuie pas mal de monde aussi, ce procès, qui ne risque pas de déboucher sur une condamnation. Un peu de positivité dans l'actualité ce matin, mais regardez-moi le sourire de ce garçon qui est totalement solaire. Enfin, ne vous demandez pas si je fais exprès de bouger mes journaux pour faire du bruit. Oui, j'aime ce bruit, mais c'est juste que je suis très très maladroit de manière générale. À tel point que j'ai paumé l'article. Quel boulet! T'es où mon ami? T'es là. Maurice Sacco. C'est bien les tablettes pour les journaux aussi, ça fait moins de bruit mais c'est plus facile. Maurice Sacco, elle laisse sourire. Moi ce jeune homme, je l'ai croisé pour la première fois à une conférence de presse de rentrée de télévision il y a quelques semaines. C'était sur les programmes, les prochains programmes de France Télévisions et j'ai vu ce jeune homme. Mais alors, il est... Vous voyez que lui, parce qu'il est super souriant, super positif, il a un parcours étonnant, voilà. Il est bluffant. Alors quand j'ai vu un article sur lui, je me suis empressé de le lire. Maurice Sacco, donc chef étoilé, une étoile, hein, il est tout jeune. Joie, il est sympa l'article de Sabine Audrery dans La Croix. Je vous le lis. Joie et gratitude seraient-elles les ingrédients du succès? Elle semble propulser Maurice Sacco dont le sourire ne quitte jamais le radieux visage. Bon, manifestement, Sabine a fait le même constat que moi. Et il y a de quoi. L'ancien candidat de l'émission Top Chef 2020 a ouvert en septembre son premier restaurant, Mosuke, pour lequel il vient de recevoir après 2 mois sa première étoile au guide Michelin. Waouh, c'est cool. Dans le même temps, à seulement 28 ans, il était désigné par le classement La Liste comme l'un des 5 chefs les plus prometteurs au monde. À 28 ans, c'est cool quand même. Né en région parisienne, de parents venus du Mali, 6e d'une fratrie de 9 enfants, Maurice Sacco ancre son inspiration en Afrique de l'Ouest. C'est à cette cuisine que mon palais s'est formé. J'adore le fumé, j'adore les épices, j'adore le piment. Et puis, hein, il métisse sa cuisine avec des inspirations asiatiques, notamment japonaises, et il en parle, le côté japonais dans sa cuisine, parce qu'il marie notamment les traditions africaines et japonaises de la gastronomie, ce qui est assez étonnant. Le côté japonais, lui, sera plus intellectuel, dit-il, venu de ses lectures. Il n'aime pas le terme de fusion, c'est pour ça que je ne voulais pas l'utiliser à l'instant, duquel on qualifie des cuisines mêlant un peu les aspirations. J'ai préféré parler de métissage. Et lui préfère un autre terme qui est très beau, d'ailleurs je kiffe Maurice Sacco. Il dit, pour caractériser le côté un peu mélange de sa cuisine, je préfère celui de conversation. C'est trop beau. Je préfère celui de conversation, celle d'un plat allant s'acclimater avec d'autres saveurs. On ne force pas ce mélange, cela peut se faire qu'avec douceur. C'est pas beau ce qu'il dit ce jeune homme sur la cuisine. À partir du mois de mars, je vous parlais de cette conférence de presse de rentrée de France Télévisions où j'ai croisé ce jeune homme. À partir du mois de mars, Maurice Sacco mènera l'émission Cuisine ouverte tous les samedis à 20h15 sur France 3. C'est pas bien France 3 pour laquelle il rendra visite à des producteurs des régions de France. Et alors il parle aussi de sa famille, qui a été très importante, notamment dans la transmission de la tradition culinaire de son pays, donc d'origine, de ses parents en tout cas, parce que lui il est né en région parisienne, mais ses parents étaient du Mali. Et sa famille justement a-t-elle son mot à dire dans le détournement des recettes traditionnelles? Bah oui, parce qu'il détourne, lui. Il détourne. Maury qui régale à tous les sens du terme. Metaphysical unicorn. Trop cool ton pseudo. Et puis ce que tu dis aussi. Alors, à propos de la famille, est-ce qu'ils sont contents dans le détournement des recettes traditionnelles? Je suis très heureux qu'ils puissent être fiers de moi, sachant les sacrifices qui ont été nécessaires pendant des années, mais ils sont impitoyables pour les recettes africaines. Trônant sur sa carte, le poulet Yassa maternel, revisité à sa manière, c'est mon plat préféré, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust, que ma maman fait très bien. Je me suis amusé à déconstruire cette recette sénégalaise de poulet, oignons, riz, citron. Il y ajoute des agrumes japonais, des oignons grelots, ça y est, j'ai super faim, du riz camarguais sous forme de crêpe. Ma maman n'est pas très d'accord, dit-il. Est-ce qu'il n'est pas...
génial, ce garçon. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que quand je l'avais croisé, j'avais été assez bluffé par ce qui se dégageait de ce jeune homme. Et je vois que la journaliste de la Croix a senti un peu la même chose, qu'on avait affaire à une belle personne qui avait un beau parcours mérité. On continue. Ah, j'ai froid moi ce matin. Alors on revient aux choses un petit peu sérieuses. Enfin non, c'est débile ce que je viens de dire, parce que la gastronomie et la cuisine, c'est super sérieux. C'est pas ce que je voulais dire. On passe à l'actualité internationale plutôt. Alors je vous ai lu l'UMA sur les musées tout à l'heure en France, mais la une de l'UMA, là, le titre, il claque là. La coalition de la honte. Ah, je pense que vous reconnaissez le drapeau italien ici. Bonjour tout le monde. Il y en a qui nous rejoignent. Ah cool. 11h30. 11h30 Samuel. Ah, genre c'est mignon. Il y en a qui me disent 11h30 Samuel. Luma LOL. Ah, papa. Alors Luma LOL, c'est très intéressant. Luma LOL. Alors, non, pas Luma LOL. Non. Alors, tu as le droit de ne pas aimer Luma, tu as le droit de ne pas aimer le fait que ça a été un journal très proche du Parti communiste à une époque, qui est toujours très très à gauche aujourd'hui, même s'il n'y a plus de lien. Mais pas Luma LOL. C'est justement parce que tu ne penses pas forcément comme Luma qu'il faut le lire. C'est pas Luma LOL. C'est Luma, je ne suis pas d'accord avec leurs idées, mais Luma LOL, non, tu peux faire mieux que ça. Je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. Alors, donc, la coalition de la honte, alors là, ça va te mettre en colère, parce que c'est vraiment une lecture très à gauche de ce qui se passe en Italie, mais voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est juste que c'est intéressant. La coalition de la honte, qu'est-ce qui se passe en Italie? Pour sortir de la crise gouvernementale, sociaux-libéraux et extrême droite sont prêts à s'allier, et c'est du jamais vu en Italie. Pour le coup, ça c'est factuel. On ne peut pas donner tort à l'Italie. C'est pas fait encore, il y a des discussions en cours en Italie à propos du prochain gouvernement, parce qu'ils ont vachement de mal à former un nouveau gouvernement. Mario Draghi à la botte de l'extrême droite, bon là ils y vont fort, hein, l'humain, mais bon, à la botte de l'extrême droite. Pour sortir de la crise gouvernementale, les partis sociaux, libéraux et libéraux sont prêts à former une majorité parlementaire avec l'extrême droite de Matteo Salvini. Objectif, soutenir un exécutif technique de l'ancien dirigeant de la Banque Centrale Européenne. Alors, qu'écrit l'humain à ce propos? Ils sont un petit peu inquiets. Le cordon sanitaire contre l'extrême droite a été coupé en Italie. À plusieurs reprises depuis 1994, la droite Berlusconi et le centre démocrate chrétien avaient déjà gouverné avec la Ligue du Nord, je m'en rappelle. Avec Mario Draghi, nommé pour former un gouvernement dit technique, qui sorte le pays de la crise politique, un nouveau pas pourrait être franchi, c'est ça la nouveauté. En effet, ni le Parti démocrate, centre-gauche, ni la formation centriste de Matteo Renzi, le Macron italien, ni le parti ultralibéral de l'ancienne commissaire européenne Emma Bonino n'excluent ces derniers jours de participer à une majorité avec la Ligue de Matteo Salvini. Voilà. Les contours et les programmes de la majorité devraient être connus vendredi, je vous en dirai plus en fin de semaine, quand Mario Draghi retournera voir le président de la République pour lui signifier s'il est en capacité ou non de former un gouvernement. Alors, il n'est pas sûr que ce gouvernement naisse. Je lis les commentaires qui sont très intéressants d'ailleurs. Et bravo, parce que on est sur des questions très politiques qui pourraient mettre le feu dans plein d'endroits. Je suis sûr que je verrai plein de réactions en mode un petit peu excessive, et que je t'interpelle dans le chat, et que je me bagarre avec machin qui vient de dire un truc, etc. Et je vois que des choses pertinentes, voilà, même si vous n'êtes pas d'accord entre vous, et je trouve ça super. Donc, est-ce qu'effectivement on est en train de franchir un pas en Italie ? Est-ce qu'il faut se désoler du fait que pour retrouver une forme de stabilité gouvernementale, eh bien, des partis différents s'allient entre eux, notamment avec l'extrême droite? C'est la question qui est posée par l'UMA ici. Rien ne dit que ce gouvernement va naître. Ce que je vois en revanche, c'est qu'on a un pays, l'Italie, qui connaît vachement l'instabilité gouvernementale. Voilà. Récemment, on a posé la question de la proportionnelle en France. C'est une des promesses du président Macron d'instaurer une dose de proportionnelle dans le scrutin majoritaire, notamment pour l'élection des députés, pour que l'Assemblée nationale soit plus représentative du vote des Français, puisque vous savez qu'on a un scrutin en France qui écarte les petites formations. C'est-à-dire si on n'a pas dépassé un certain niveau de voix, eh bien on n'est pas représenté, ou très peu. Donc il y a des partis comme le RN, le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui sont très peu représentés à l'Assemblée nationale, alors que si on mettait la proportionnelle ou une dose de proportionnelle, il serait plus présent. Mais on a aussi rappelé que si le constituant de la Ve République a voulu ce système politique, notamment ce scrutin majoritaire, eh bien c'est pour éviter l'instabilité parlementaire, l'instabilité gouvernementale. Dans les régimes plus parlementaires, eh bien les gouvernements sont très souvent difficiles à former et se défont. Et quand un gouvernement un régime est caractérisé par l'instabilité gouvernementale, eh bien c'est un pays qui n'est plus dirigé.
Là, en Italie, vous n'avez pas de gouvernement, parce qu'on est sur un autre système. Donc c'est un élément de réflexion aussi, comme la 4ème République par exemple en France, oui. C'est un élément de réflexion pour ceux qui réclament souvent, on veut une 6ème République, on veut plus de proportionnel. Oui, le scrutin proportionnel est plus démocratique. On ne peut pas dire autrement, c'est plus démocratique. Voilà, les Français votent et puis on envoie à l'Assemblée exactement les pourcentages de députés qu'ils ont élus. Le problème, c'est que la conséquence négative de ce scrutin qui est très positif, c'est l'instabilité gouvernementale, avec des alliances. Parfois entre la carpe et le lapin, d'ailleurs. Il y a des gens qui s'allient après le vote des Français pour former des gouvernements qui n'étaient pas du tout ce que vous souhaitiez à l'origine. Donc vous voyez que c'est un sujet un petit peu compliqué. Voilà. Je n'ai pas la réponse, j'essaie de donner quelques éléments. En Belgique, c'est compliqué aussi, je vois que dans le chat, vous en parlez. On parle de tech. Je regarde un truc dans le chat. Bougez pas, les amis. Je regarde juste un truc dans le chat. Ouais, ça va, je trouve. Certains qui disent, oh là là, c'est trop excessif. Il y a un peu de passion, quoi. C'est la politique, c'est pas grave la passion quand on fait attention à ce qu'on dit. Moi, ça va, je sais pas, je trouve que ça va. Ou alors j'ai raté quelque chose, mais moi, je trouve que ça va. On continue, les amis. Allez, on parle de la tech. A priori, c'est un petit peu moins clivant, ça. Les nouveaux champions. Bon, c'est les Échos. C'est le journal de l'économie qui est beaucoup plus passionnant qu'il en a l'air. Je dis pas ça. Les Échos, bon, ça peut faire peur. C'est vraiment l'actualité économique. On va parler du Bitcoin. Ouais, on va parler du Bitcoin. Ça peut faire un petit peu peur. C'est un journal qui est un petit peu sec. En fait, c'est juste passionnant, les Échos. Parce que ça vous parle de la vie économique. Et du coup, ça parle de tout. Parce que l'économie, elle est partout. Voilà, il y a des articles qui sont passionnants. Par exemple, souvent sur les nouvelles technologies. Là, on se penche sur les nouveaux champions de la tech française, les 120 pépites de la tech française qui ont vu leur chiffre d'affaires bondir de 55% l'an dernier à près de 9 milliards d'euros. On est sur une dynamique donc les Échos essayent d'analyser. C'est dans le supplément des Échos, je crois, ici, French Tech, voilà, qui nous parle de Bitcoin d'ailleurs aussi ce matin, on va le lire. Donc, qui sont les nouveaux champions de la tech tricolore? Voilà, c'est l'indice. En fait, moi, j'ai appris ce matin, je n'étais pas trop au point là-dessus. Pas trop au point, d'ailleurs. Next 40 et French Tech 120, en fait, ça fait penser au CAC 40. Et puis, je ne sais plus quel indice. En fait, ce sont des indices, finalement, qui rassemblent, je pense, des capitalisations importantes, des 40 plus grosses, peut-être, en matière de tech française. Ça doit être Next 40, c'est ce que je comprends. Et French Tech 120. Je n'aime pas ton haut, Samuel. Jean Juanito. T'en es cool. C'est mon t-shirt un peu pyjama, là, un petit peu. C'est vrai qu'il est un petit peu. Mais on s'en fout. On s'en fout de mon t-shirt, chouchpitou. On n'est pas là. T'es pas à la télé, là. Genre, t'as vu, je suis pas maquillé. On est à la cool, tu vois. Demain, je serai en pyjama, demain. Demain, je vais mettre mon t-shirt en rési, demain. Demain, je vais mettre mon t-shirt en rési avec des petits trous, là. Que je mets quand je vais clubber, là. Tu vois, pas tourner à la maison, on est cool, voilà. Je vais mettre. Je suis parti en sucette. J'adore, j'aime pas trop. On n'est pas. Comment c'est quoi l'émission sur la mode, la DM6, la Magnifique? Comment s'appelle la dame un peu brésilienne très gentille là? C'est quoi son émission là? Vous voyez là, Magnifique. C'est quoi l'émission? Comment ça s'appelle? Reine du shopping. Choupitou, t'es pas reine du shopping là? Tu t'es gouré d'émissions. Allez, on retourne à la tech. J'aime pas ton haut. Je kiffe, j'adore. Mais t'as le droit de me dire ça, on rigole. Donc, alors, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quels étaient les champions français de la tech. J'ai trouvé plein d'entreprises. Les reines du shopping. Plein d'entreprises, en fait, qu'on connaissait, que vous connaissez aussi. Les pépites de la tech française. Brut, émission des médias. Brut. Vous savez, les reportages un petit peu péchus, sympas, là, courts sur Internet. Brut. Ils font partie du Next 40. Ouais. Youbo, c'est un réseau social. C'est dans le Next 40. Blablacar, c'est dans le Next 40. Cityscoot, Brut la tech, bah oui, parce que c'est sur Internet. Donc ça fait partie de la tech. Oui, ça peut surprendre. Brut, c'est dans le Next 40. Ils sont considérés comme de la tech. Bon, après, je vois quelqu'un qui parle de Mano Mano. Ouais, tous les trucs, des outils, les machins, là, c'est dedans. Alors, Blablacar, Cityscoot, Deezer, Doctolib, Frishti, Mano Mano, VP, tout ça, c'est dans la tech. Voilà. Donc ça, c'est la tech française, mais c'est pas tout. Il y a des trucs passionnants aussi dans les Échos sur quoi? Sur le Bitcoin.
et sur la réalité virtuelle. Il y a quelqu'un qui vient de me dire, je suis obligé d'y aller là, parce que j'ai un truc à faire. Oh, c'est dommage. Parce qu'il y a un truc super sur la... Oh, il y a ma meilleure amie Fanny qui regarde. Il y a ma meilleure amie Fanny qui regarde. Que j'ai pas le temps de voir parce que je taffe un peu comme une bête de somme et je sais que je travaille trop. Fanny, si t'es encore là, ton SMS date de 11h38. Donc, ah ouais, embrassez-la parce que c'est la fille la plus géniale de la Terre. Fanny. Ah. Et qui m'écrit, parce qu'on a trop clubé ensemble il y a quelques années quand j'étais jeune, que j'avais plus de cheveux, qui étaient moins noirs et que j'avais pas rencontré l'amour, donc j'écumais les soirées pour le trouver. Avec Fanny, on faisait trop la fête. C'est la personne avec qui j'ai préféré le faire, la fête. Et elle me dit, à propos du t-shirt résille que j'évoquais à l'instant, je préfère celui avec la fraise. J'avais un t-shirt avec une fraise, moi? C'est bien possible. Comme t-shirt pour aller clubber des baisers mon Sam. Fanny, je t'embrasse très très fort et j'espère qu'on va se voir dans pas longtemps. Je sais que je donne pas trop de nouvelles et que je m'en excuse et je t'aime très fort. Donc, ça me fait plaisir d'avoir ce texto et que tu regardes. Tu as vu, on s'amuse bien ici. Hein. Donc, la tech, c'est bon. Le Bitcoin, on en parle. Bon, bah, le Bitcoin, vous êtes informés, vous savez. Hein. Vous savez que l'ami Elon Musk, le patron de Tesla, il vient de racheter pour 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de Bitcoin. C'est juste fou. Qu'écrivent les échos à ce propos? Quand le 29 janvier, Elon Musk avait ajouté à sa biographie sur Twitter, je me rappelle de ça, le terme #Bitcoin, le leader des cryptos, donc la monnaie, avait gagné 6,3% dans les 30 minutes suivantes et 19% dans les 7 heures. Hein. Juste avec... Il avait ajouté le #Bitcoin sur son compte Twitter, à sa bio, et en fait ça avait fait décoller le Bitcoin. Alors bon, là il va plus loin puisqu'il officialise le fait que via Tesla, il a acheté 1,5 milliard. C'est 1/7 de sa trésorerie, je crois, en Bitcoin. Alors qu'écrivent les Échos, Musk veut ringardiser les constructeurs automobiles actuels, tout comme le Bitcoin veut le faire pour les devises traditionnelles. Donc pour les Échos, tout ça fait sens. Elon Musk est aussi clivant que le Bitcoin, c'est pas faux. Certains le voient comme un mégalomane coupé de la réalité. Pour d'autres, c'est un entrepreneur visionnaire anti-establishment qui n'hésite pas à prendre des risques. La route du Bitcoin et du dirigeant de Tesla ne pouvait donc que se croiser. Je vais prendre l'opinion qui parle aussi du Bitcoin ce matin. Tesla affole un peu plus encore le cours du Bitcoin. C'est en une de l'opinion ce matin. Alors, qui écrit Tesla à ce propos? Donc, il rajoute, il rappelle les 1,5 milliard de dollars investis dans le Bitcoin. Bon, la hausse qui a suivi, hein, immédiatement, et bien la reconnaissance que c'est pour le Bitcoin, cette monnaie qui, longtemps et encore aujourd'hui pour certains, avait un parfum de soufre. On disait que c'était la crypto-monnaie qui était utilisée par les trafiquants, par l'économie... comment on dit, l'économie souterraine, quoi. Et ben maintenant, on rentre dans une autre phase, a priori, pour cette crypto-monnaie qu'est le Bitcoin, de reconnaissance. L'une des plus grandes entreprises du monde détient désormais du Bitcoin, et par extension, chaque actionnaire de Tesla eh bien, en a, puisque c'est la trésorerie de l'entreprise qui a investi. Donc, quand tu es actionnaire de Tesla, tu as du Bitcoin maintenant. Le Bitcoin a aussi gagné en reconnaissance parmi les grandes institutions financières, on en avait déjà parlé ici dans cette revue de presse. BlackRock, qui est le numéro 1 mondial de la gestion d'actifs, a par exemple permis à certains de ses fonds d'investir dans la crypto-monnaie. On voit que le regard de ce qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels, eh bien, a vachement changé sur le Bitcoin. Alors, tout le monde n'a pas changé d'avis sur le Bitcoin. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, Banque Centrale Européenne, a jugé dimanche que le Bitcoin était un actif spéculatif et pas une monnaie. Le débat est lancé et il n'est pas terminé. Je voulais vous lire cet article dans l'opinion. Je reviens aux Échos. Il y a un article passionnant. Ah bon, on va finir avec ça, j'ai quasiment tout lu. C'est fou ça. Attends, je vérifie quand même. J'ai un article passionnant sur la réalité virtuelle. On va se régaler. Je vais quand même vérifier que je ne vous ai rien oublié. Alors, les Échos, c'est bon. L'opinion, c'est bon. L'Huma et l'Italie, je crois que c'est bon. Allez, gainage. Libération. Libération sur Trump. Et le revenu universel, c'est bon. La Croix,
Le portrait de Maurice Sacco et Trump, c'est bon. Le Figaro, c'est bon. Ok, on va finir en beauté. On va finir. Ça passe vite. On est ensemble depuis 10h, 10h du matin. Ça fait pas 10h où je parle. 11h43, donc ça fait 1h45. Bon, on va tranquillement aller aux 2h quand même. Hein. T'es abonné à combien de journaux? Plein. Là, on va se régaler. Hein. On va se régaler, vous allez voir. Allez, on va prendre son élan pour ce dernier article qui est passionnant sur la réalité virtuelle, qui sera peut-être notre quotidien demain. Et avant, un petit café. Allez, 30 secondes de café, vous buvez ce que vous voulez. Pas de l'alcool à 11h44. Hein. Eh oh, c'est tôt, hein. C'est trop bon. J'ai pas dit pas de l'alcool. Je dis pas de l'alcool. On a fini. Il y a Romain Grosjean. Oh, c'est intéressant que tu me dis ça. Je vais voir un truc tout à l'heure. Oui, je vais aller faire voir un petit. Allez, restez avec moi un tout petit instant. On parle de réalité virtuelle et après on verra un truc. Bon. Alors, réalité virtuelle. J'ai trouvé ça génial, passionnant. Peut-être que vous connaissiez déjà la problématique. Moi, je ne me l'étais jamais posé aussi clairement. Tintintin. Et si le réel devenait un luxe? Alors là, c'est vraiment le titre de l'édito qui m'a vraiment interpellé. Chronique de Michel Lévy-Provençal. C'est un joli nom de famille, ça, Lévy-Provençal, je trouve. Et si le réel devenait un luxe? Je vous lis cet article qui est passionnant. En seulement 25 ans, les dispositifs de réalité virtuelle et augmentée ont vu leur capacité évoluer de façon exponentielle. Aujourd'hui, un casque autonome qui coûte 400 € et pèse 300 grammes propose une expérience incomparablement plus réaliste qu'un dispositif de laboratoire de plusieurs centaines de milliers de dollars pesant 10 kg en 95. On a vachement progressé. Entre aujourd'hui et 2035, cette évolution devrait continuer à suivre une croissance exponentielle. Vous allez voir pourquoi il a choisi cette date de 2035. D'ailleurs, je vais vous en parler. À la fin de la décennie, la simulation d'autres sens pourrait compléter l'expérience virtuelle comme le goût, l'odorat, la kinesthésie. C'est quoi la kinesthésie? Kinesthésie. Vous savez, vous êtes... Moi, je sais pas, moi. Kinesthésie. Kinesthésie. Vous savez. C'est le toucher. Perception des déplacements des différents... Moi, j'ai perception des déplacements des différentes parties du corps assurée par le sens musculaire et par les excitations de l'oreille interne. C'est au-delà du... C'est plutôt le sens du mouvement, comme je le vois dans le chat, que le toucher. On est d'accord? Certains disent le mélange des sens. Moi, j'ai kinesthésie, non féminin, perception des déplacements des différentes parties du corps assurée par le sens musculaire et par les excitations de l'oreille interne. Voilà. Bon. En tout cas, pour résumer, la réalité virtuelle, ça va devenir de plus en plus cool. Depuis le début de la pandémie, nous avons compris que travailler, apprendre, nous divertir à distance était tout à fait possible. Le marché de la téléprésence gagne en maturité et la perspective d'une virtualisation massive des échanges nous semble de plus en plus plausible. À mesure que c'est vraiment intéressant, que la démographie augmente, que le climat se dérègle, que les espaces de vie se raréfient, l'alternative d'un monde composé d'espaces virtuels sans limite, personnalisables et accessibles pour un prix infiniment plus réduit que dans le monde physique, devient possible grâce à la simulation. Et ça continue. Imaginez maintenant. Imagine. Non, je déconne. Non, mais imagine vraiment. Imaginez qu'en 2035, la vie dans ces mondes numériques devienne la norme. La norme. Imaginez que nous vivions dans ces paradis virtuels, miroirs, déformés d'une réalité plus ou moins sauvage et laissés à l'abandon car trop coûteuse à entretenir. Ouais, Black Mirror, bonne ref. Imaginez des espaces physiques réduits au strict minimum et des univers virtuels en abondance. Dans un scénario comme celui-ci, l'économie du monde physique serait bouleversée. Les acteurs de l'immobilier, du transport, du tourisme et bien d'autres encore devraient se réinventer. La rareté du réel en ferait un luxe. Imaginez 2035, c'est demain. C'est demain, effectivement. Les mondes numériques deviendraient tellement séduisants qu'on serait plutôt là-bas, sans compter qu'ils seraient plus séduisants et puis ils seraient très peu chers. Bon, je sais qu'il y a plein de films qui ont été là-dessus, bien sûr. Il y a des séries, des longs métrages, et puis de la littérature aussi. Et du coup, moins de vie réelle, qui serait beaucoup plus chère. Et finalement,
eh bien la vie réelle deviendrait le luxe. Un petit élément de réflexion que j'ai trouvé sympa. Je pense qu'il a un peu fumé Monsieur Lévy pour ça. Non, bah, je trouve ça vachement intéressant. Sword Art Online. Oh, j'ai trop aimé cet animé. Sword Art Online. Je sais pas si vous... Hein, bah oui, SAO. Ah, j'ai trop aimé. J'ai vu la saison 1. Il y a la saison 2, elle existe ou pas? SAO. Il y a une saison 2 ou pas? Ouais, où on l'attend. Vous avez l'info? Saison 2 est horrible. Ne regarde pas. Alors j'ai peut-être vu la 2. Alors laquelle j'ai raté? Il y a même une saison 3? Sur Netflix, ils ont mis laquelle? Ah bah alors vous dites tous que la saison 2 elle est nulle. D'accord. Il faut s'arrêter à la saison 1, c'est trop mignon. Bon bah les amis, laissez-moi voir quelque chose tout de suite. On approche de la fin. Je pense qu'on a été près de 2 heures ensemble. Laissez-moi voir quelque chose. Hmm. Laissez-moi voir quelque chose. Ok, très bien. Très bien. Les amis, je voulais vous remercier. J'ai passé un super moment. C'est affreux parce que, vous savez, quand je suis venu ici pour la première fois, quand j'ai lancé cette petite et modeste émission sur Twitch, accompagnée par mon ami Étoile, que je ne remercierai jamais assez. Non, Shakira pour terminer. Non, je chanterai Shakira, mais un autre jour. Là, je vais aller manger. Euh, je pensais venir une fois de temps en temps. Je pensais venir une fois par semaine. Et puis finalement, j'ai été amené à venir quasiment tous les jours parce que c'est juste trop bien. Et plus ça va, et plus c'est bien. Je ne sais pas où tout ça va nous emmener. Voilà. Je me suis inventé un troisième boulot. J'avais France Info tous les matins, la matinale, j'avais Question pour un champion. Et donc, je me suis inventé un troisième boulot qui n'est pas vraiment un boulot, qui est un truc juste génial. Donc voilà, c'est super bon, super addictif et c'est de plus en plus sympa. Donc merci à vous parce que on a eu des échanges très intéressants, c'était très pertinent, j'ai vu beaucoup de bienveillance dans le chat et ça c'est top. Hein, ceux qui disent qu'Internet c'est le royaume des haters, des trolls, de la bêtise, bon bah je dis bah venez voir Twitch, venez voir le chat, venez voir comment les échanges sont intéressants et voilà, et venez voir tout ça. Voilà. Donc je pense que Internet c'est juste un outil et on en fait ce qu'on en veut, on peut en faire des trucs nazes comme des trucs super sympas. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, comme ça, paf, dès que je stream, vous serez alerté par la petite notif, voilà. Et puis peut-être qu'un jour les subs seront ouverts, soyons fous, sur cette chaîne. Et puis n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter aussi parce que c'est là que je vous dis tout, c'est là que je vous dis quand je stream, à quelle heure, quel jour, etc. Je vais vous mettre un petit peu de musique pour terminer. Et puis bougez pas si vous êtes curieux. Parce que je vais faire un petit raid, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien je vais vous inviter à découvrir une autre chaîne. Voilà, vous pourrez faire un petit coucou à un autre streamer dans un instant. Qui, je ne sais pas. Faites-moi des propositions. Voilà, je vais regarder. Voilà, qui vous me proposez par exemple. Ouais, il y en a que je connais bien déjà. Ouais. Il y a des amis, il y a Ponce, il y a Alderiat, il y a qui? Il y a Lutti que j'ai raidé déjà hier. Voilà, je vois Alderiat, ouais, qui revient beaucoup. Voilà, il y a les amis d'Alderiat là. Ok, les amis de Ponce sont là. Ok. Bon, il y a Tonton. Donc, je suis déjà allé voir Tonton. Il est génial. Ok, je regarde tout ça. Ne bougez pas. Je vous mets un petit peu de musique. Et je vous envoie découvrir un nouveau streamer. Merci pour tout. C'était un super moment ce matin. À très vite. Ciao. Musique.